Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec cette voix sensuelle, suave, posée, parce que nous allons parler de livres audio. Et oui, bienvenue dans le livre audio de Kit Charlemagne. Dans ce chapitre, nous allons justement évoquer la question du livre audio. Bref, excusez-moi. Voilà, donc bonjour à tous. Voilà, donc oui, nouveau sujet aujourd'hui. Et eh bien écoutez, un sujet une fois de plus concret. Hein. On a fait quelle édition choisir pour un classique. On s'est demandé où acheter la fameuse édition du classique une fois qu'on s'est décidé. Et petit rebondissement, après tergiversation, après réflexion, voire après achat de l'édition en question, pour différentes raisons, différents motifs d'ailleurs que nous allons explorer dans ce podcast, patatras, rebondissement, vous décidez que vous n'allez pas lire le livre au sens papier, avec une édition papier dans les mains, vous allez écouter l'audio-livre. Et voilà. Alors après, on peut reposer à nouveau la question, où allez-vous acheter votre audio-livre? Allez-vous le commander en librairie, allez-vous l'acheter en librairie, ou alors allez-vous l'acheter sur Amazon, ou alors allez-vous bien sûr parce que bon, les CD ça se fait plus trop, c'est quand même un petit peu dépassé d'écouter les audiolivres en CD dans la voiture. Maintenant, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous avez des applications comme Audible, dont il va être question dans ce podcast. Et en fait, tout est dans l'application. On achète comme du dématérialisé, en fait, comme un podcast ou comme un CD numérique. Eh bien, l'audio-livre, et puis voilà, vous le faites tourner sur l'application, sur la liseuse, on va dire, audio. Et voilà. Et donc, c'est un rebondissement possible que vous passiez à l'audio-livre. Je n'aurais pas pu faire ce podcast il y a encore quelques temps. Et puis maintenant, je suis en mesure de le faire parce que j'ai testé l'audio-livre. Et voilà, donc du coup, je voulais un petit peu faire un petit retour d'expérience sur ça, vous donner mon avis sur l'audio-livre, réfléchir ensemble à pourquoi ça peut être une solution, pourquoi ça peut ne pas en être une. Voilà, les avantages et les inconvénients de l'audio-livre, en quoi ça consiste vraiment. Donc d'abord un retour d'expérience en fait, je pense. D'abord un peu concrètement vous expliquer comment moi j'en suis venu à tester l'audio-livre, ce que j'en pensais au départ, et comment j'ai vécu le fait d'essayer cette méthode-là, de lire de cette façon. Et on posera la grande question, est-ce que écouter un livre, c'est le lire? Est-ce que l'audio-livre, ça vaut lecture? Est-ce que ça compte pour de la lecture? C'est une question qu'on m'a posée en talk. D'ailleurs, quelqu'un que je salue, un Happy Few fidèle, dévoué, un ami, qui est le capitaine Tabarly. C'est le capitaine Tabarly qui a posé cette question-là, pour ceux qui le connaissent, au talk. Donc j'avais répondu, donc ceux qui ont vu ce talk-là ou qui étaient présents, voilà, donc du coup connaissent un peu ma réponse. J'avais donné une réponse que je pense toujours en fait. Je suis assez content de ma réponse. Voilà, je pense que ça reflète bien mon avis, mais bon, en tout cas, je vais la reformuler là, un peu plus posément, dans le cadre de ce podcast, et puis peut-être la développer, etc. Voilà. Donc, ce sera la question finale sera celle du capitaine Tabarly. On reposera la question, est-ce que lire un livre audio, ça compte pour avoir lu un livre? Est-ce que ça a la même valeur? Est-ce que ça a, entre guillemets, la même noblesse que lire un livre? Ou est-ce qu'on fait une différence entre les deux? Est-ce que voilà, le livre audio, c'est pas de la vraie lecture? On posera la question. Voilà, je vous donnerai ma réponse voilà, en fin de podcast et vous ferez votre avis. Mais pour l'instant, on va aller sur du plus concret. On va aller vraiment sur un petit retour d'expérience. Comment j'en suis venu au livre audio et quelle a été mon expérience avec un livre audio, avec quel livre, ce que j'en ai pensé, etc. et mon avis. Ok? Écoutez, c'est parti. Donc, chapitre 1. Expérience du livre audio. Alors, moi, j'avais jamais, jamais utilisé le livre audio. Voilà. Je connaissais bien sûr le principe depuis très longtemps. Il faut savoir aussi qu'on a tous quelque part déjà entendu des livres audio. Je pense qu'on a été nombreux ici à avoir quand on était petit des cassettes. C'était les cassettes, les tapes, comme on dit en anglais, les petites cassettes audio là, vous savez, là, avec la bobine comme ça, là, qu'on peut embobiner avec le crayon. On avait ces cassettes audio là quand on était petit, parfois des CD aussi, les CD. Et on a été nombreux comme ça à avoir quand on était petit les histoires de Marlène Jobert, par exemple, Marlène Jobert qui lit des contes, d'avoir même d'autres célébrités qui lisent des contes avec de la musique, vous savez, ou le fameux quand tu entendras la petite cloche, ning, 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 tourne la page. Voilà, donc on a été nombreux, faut quand même le dire. Au début, on ne sait pas lire, quand on est tout petit, on ne sait pas lire, on ne sait pas déchiffrer les livres. Et quand on commence à apprendre à lire, eh bien, on a souvent besoin justement de cette assistance de l'audio,
d'en fait, d'entendre ce qu'on lit visuellement, comme ça aide à fixer les syllabes, les sons, hein. C'est-à-dire que ça, c'est un très bon apprentissage de lecture, hein. Vous suivez avec le livre, avec le doigt, ce que vous entendez. Donc comme ça, vous apprenez visuellement à mémoriser l'apparence des mots que vous entendez dans votre langage depuis tout petit, hein. On apprend à parler évidemment avant de savoir écrire et lire. Donc voilà, on a tous, quelque part, le livre audio, ça fait partie de notre apprentissage de la lecture, et on a tous eu du livre audio. Tous. On a tous eu des contes de fées en livre audio, des Disney en livre audio, avec les petites musiques, les petites pauses musicales, tout ça, le fameux donc tourner la page, etc. Voilà, donc finalement, le livre audio, en réalité, voilà, c'est pas, il n'y a pas de vraie expérience de livre audio, on va dire, qui arrive des années plus tard. On a tous eu étant enfant, on commence quasiment par là. À l'école, on nous fait écouter des livres audio aussi, quelque part. Mais bien sûr, évidemment, quand on parle livre audio, sur un registre plus adulte, entre guillemets, on pense évidemment à des livres normaux, entre guillemets, classiques, non pas des livres pour enfants, non pas des livres, des petites cassettes ou des petits CD pour les enfants, avec des comptines et tout ça. Non, là, on parle vraiment, donc, est-ce qu'on peut lire de la littérature en livre audio? Est-ce qu'on peut se faire raconter le Père Goriot de Balzac? Est-ce qu'on peut se faire raconter Lolita de Nabokov? Est-ce qu'on peut se faire raconter les lettres de Madame de Sévigné? Je sais pas, des trucs comme ça. Et là, en fait, on est vraiment dans de la littérature pour adultes, enfin pour adultes, non pas au sens sexuel, mais dans de la littérature, et pourtant qu'on écoute en livre audio. Voilà, donc évidemment, dépouillé de tout ce qui faisait le côté enfantin, voilà, mais n'empêche qu'on est toujours dans le même procédé. Donc voilà, donc bon, hormis ces expériences d'enfance que j'ai eues, que j'ai en commun avec tout le monde, c'est vrai que je n'étais jamais retourné au livre audio, ça m'avait jamais tenté, jamais, jamais. J'en ai jamais ressenti le besoin. Jamais je me suis dit, tiens, j'ai besoin d'écouter l'histoire, j'ai envie de ça. Parce que c'est pas ma façon d'approcher les livres, parce que aussi j'ai pas le contexte quelque part. C'est vrai que les livres audio, par exemple, sont assez appréciés des gens qui conduisent. Il y a des gens comme ça qui aiment bien conduire, enfin qui conduisent beaucoup, j'en sais rien, et puis qui aiment bien, au lieu d'écouter de la musique ou la radio, peuvent écouter des podcasts, peuvent écouter de la radio, mais se disent tiens, ça va en profiter pour lire, et donc ils se mettent un livre audio en voiture, hein. D'ailleurs, les applications de livres audio comme Audible ont un mode voiture, vous voyez, comme quoi. Et donc voilà, donc il y a des gens pour qui ça s'y prête mieux. Moi, jamais ça m'était traversé l'esprit en fait, hein. Pour moi, un livre, ça se lit dans les mains comme ça. On prend son temps, on va à son rythme, on fait fermer le livre, le rouvrir, on peut relire une page, et on déchiffre visuellement. On a vraiment les yeux posés sur le livre, on touche le livre, on a le côté physique et sensoriel du livre. Donc pour moi, c'était inconcevable d'utiliser un livre audio. Il est vrai aussi, et c'est pour ça qu'on y reviendra en fin de podcast, que j'étais pas dépourvu de ce petit snobisme entre guillemets de lecteur puriste, de me dire ouais, livre audio c'est pas de la vraie lecture, hein. Voilà, livre audio ça fait un petit peu assistance pour les gens un peu trop paresseux, ou pas assez concentrés, ou voilà, pas assez intéressés pour lire vraiment, donc c'est un peu de la triche, etc., etc. Et donc voilà, pour moi c'était le livre ou rien. Et donc voilà, ça m'était jamais venu à l'esprit d'utiliser un livre audio. Ce qui est étonnant d'ailleurs, vous voyez, même ma réaction un peu snob était étonnante, parce que au fond, moi j'ai toujours aimé la lecture, même qu'on me fasse la lecture. Je trouve que se faire la lecture est très agréable. Alors ça marche pas tout le temps. Moi, il y a des textes qui s'y prêtent mieux que d'autres pour moi. Je dis tout de suite que je préfère la lecture de textes narratifs que la lecture de textes d'essais pour quand je me fais faire la lecture. Pour moi, les essais, la philosophie, c'est vraiment un truc où j'ai besoin, moi, d'être en lecteur actif pour vraiment prendre le temps de discuter avec le texte. Alors que c'est vrai que la fiction, on se laisse porter un peu par une histoire. Je trouve que la narration, la fiction, fonctionne mieux dans le côté comme ça, se faire raconter un conte en fait, donc quand on est petit, hein. Et c'est vrai que se faire la lecture est quelque chose de très agréable. Moi j'aime beaucoup qu'on me fasse la lecture quand c'est bien fait. J'aime beaucoup. Comme je suis très noctambule, j'ai souvent eu l'occasion de regarder Voyage au bout de la nuit. Finalement c'est un peu de l'audio-livre, hein, Voyage au bout de la nuit, que vous regardiez l'écran ou pas, sans qu'il ne se passe pas grand-chose, vous pouvez mettre la télé en fond, puis vous entendez la personne vous lire en plus des classiques. Alors bien sûr, il y a un aspect visuel, parce que l'émission a réputation d'avoir souvent embauché des jeunes comédiennes ou des intermittents du spectacle qui étaient, ma foi, charmantes, allongées sur leur canapé, parfois de façon plus ou moins sensuelle ou étudiée. Et puis voilà, bon, il y avait un petit côté charmant parfois. Ce qui est mal fait d'ailleurs, parce que c'est vrai que les femmes forcément remportent souvent la palme du charme, bien qu'il y a des femmes pas forcément très séduisantes non plus dans les lectrices, hein. Je ne suis pas sûr qu'elles aient toujours été choisies pour ça. Et c'était pas le critère principal. Mais moi, de mon expérience de cette émission, et j'ai quand même beaucoup regardé cette émission, il faut quand même le dire que les meilleurs lecteurs que j'ai vus étaient des lecteurs et non pas des lectrices. Il y a une fille qui s'est détachée, que je trouvais très très bien niveau lectrice, vraiment très 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 douée. Mais je suis désolé, les filles, je trouve qu'elles lisaient très mal. Les filles lisaient comme des élèves à l'école, vous savez, trop scolairement en fait, hein. Elles lisaient le texte comme si c'était un manuel d'école, et en fait, elles passaient à côté de l'âme du texte,
Elle le rendait pas vivant, elle le rendait pas intéressant, elle le rendait chiant même parce que certaines mettaient trop de gravité dans leur voix, comme si elles s'étaient dit: «Attention, c'est un classique, je dois être solennel, je dois être, là, mettre le ton un ton un peu sacré, un peu grave». Bah non, justement, au contraire, détend un peu l'atmosphère, montre que c'est un texte qui avait pas pour but de nous faire chier, de nous ennuyer, que comme tout le monde, Stendhal, Flaubert, Zola et tous les autres, eh ben, ils voulaient nous faire passer un bon moment, nous distraire, nous amuser, nous passionner, nous émouvoir. Donc c'est vrai que moi, de mon expérience, des gens abondamment comme celui qui vraiment dominait l'émission, qui était quasiment devenu son principal lecteur et son monsieur loyal, hein, qui était Lionel Cecilio, qui était un très bon lecteur, Lionel Cecilio, parce que il était plein de malice dans ses lectures, il comprenait très bien ce qu'il lisait, il était très très investi, très très doué, vraiment un gars super, Lionel Cecilio. Mais pas que lui, niveau lecteur, il y avait d'autres gars comme ça, voilà, qui étaient vraiment très très bons, hein, vraiment, il y a des très très bonnes lectures. Mais c'est vrai que quand la lecture n'était pas bonne, ça devenait compliqué, parce que c'est vrai que le livre audio, ça ne me pardonne pas, il faut que la lecture soit bonne, hein, là c'est sûr. Si vous avez un lecteur, un mauvais lecteur en face, une voix chiotte, un ton monocorde, quelqu'un qui manifestement ne comprend pas ce qu'il lit, ou alors il met trop de gravité, ou passe à côté de l'émotion, tout ça, bref, ça ne pardonne pas, hein. Là, dans ce cas, vous y perdez. Donc c'est vrai que voilà, selon la qualité de lecture de Voyage au bout de la nuit, c'était bien ou pas bien. Euh, donc voilà, donc moi c'est vrai que j'aimais bien ça, j'aime beaucoup le principe de l'émission et je peux me laisser charmer par le fait d'écouter un texte. Et puis c'est très agréable aussi de se faire la lecture entre amis. Moi c'est un truc que j'ai toujours aimé. Parfois comme ça on s'est fait la lecture entre amis, moi, avec mes amis du salon, tout ça, parce qu'on a découvert un livre qu'on aime bien et du coup on se lit des passages. Et c'est très agréable en fait, hein, et même quand on écrivait des textes, hein, je me souviens qu'on faisait des soirées à thème où en fait on s'était fixé des objets, enfin, justement des thèmes de trucs à écrire, des nouvelles, on devait rendre nos textes à telle date, et en fait on se faisait des lectures de nos textes forcément quand on avait fini. Et quand chacun lisait son texte, c'était agréable parce qu'en fait on écoutait l'autre nous raconter une histoire, tout ça, son texte en plus, donc il connaissait bien. Et moi j'ai toujours aimé trouver ça agréable. Puis pour finir sur une touche un peu romantique, mais moi c'est une des activités que j'ai préféré faire avec mes petites amies, en particulier une avec qui je le faisais. On a lu Belle du Seigneur ensemble, par exemple. Moi, Belle du Seigneur, c'est un texte, alors oui, ça tombe bien, ça parle quand même d'un amour qui finit plutôt mal et d'un couple. Mais moi, Belle du Seigneur, les trois quarts du livre, je l'ai lu en fait à deux. On l'a lu à deux. Je le lisais à voix haute et elle me le lisait à voix haute, et en fait, on se lisait le texte comme ça, en amoureux. On était tous les deux dans le lit comme ça, enlacés, sous une couverture, avec des chocolats, ou voilà, après un film le soir, avant de s'endormir, eh bien, on se passait le livre Belle du Seigneur et on se le lisait comme ça, l'un contre l'autre, ou l'un à côté de l'autre comme ça, et c'était très sympa. C'est des très bons souvenirs parce que c'est cool à lire. On lit le texte, puis en même temps on le lit à quelqu'un, c'est bien. Puis bah, quand l'autre nous le lit, c'est très agréable aussi. On se laisse bercer par la voix de la personne qu'on aime, on l'écoute nous lire un texte. Alors j'avais pas de cheminée malheureusement, c'est vrai qu'il manquait à cette scène des bons fauteuils confortables et une cheminée, mais bon, malheureusement je n'avais pas ça. C'est ce qui manquait, donc si c'est à refaire, il faudra avoir un meilleur décor, un peu plus romanesque, aller vraiment au bout du cliché quasiment. Et imaginez qu'on est tous les deux comme ça, en train de faire une veillée près de la cheminée la nuit, dans deux fauteuils confortables. Bon, là voilà, c'était juste dans l'appart, mais ça, en tout cas, voilà, la lecture, se faire la lecture, qui revient un peu du livre audio, on écoute l'autre nous lire quelque chose, c'est pas nous qui lisons, c'est pas nous qui sommes en train de lire dans notre tête, c'est très agréable. Et pour revenir un petit peu aux sources historiques de la lecture, hein, on va faire un petit peu aussi d'historicisation et de contexte. La lecture à voix haute, en fait, pendant longtemps, c'était la règle et non pas l'exception. La lecture dans la tête, la lecture pour soi-même dans la tête, c'est quelque chose seulement d'assez récent, entre guillemets, et de pas systématique du tout. Un peu comme les spectacles, en fait, aujourd'hui, les spectacles, on a une vision du spectacle évidente que pour nous, un spectacle, ben, on éteint les lumières déjà, hein, il fait noir dans la salle, et puis ben, on se tait. Gare à celui qui parlerait fort, qui rirait trop fort, ou alors qui, bien sûr, laisserait son portable allumé, sonnerie, tout ça. Et pour nous, ça, c'est l'évidence maintenant, c'est l'évidence absolue. Et on ne conçoit pas que ça ait pu être autrement. Et bien pourtant, il n'y a encore pas si longtemps, là, du coup, c'est beaucoup plus récent encore que la lecture dans la tête. Il y a encore 2 siècles, on va dire, hein, un siècle et demi même, hein, eh bien, c'était tout à fait normal d'aller voir des spectacles avec la lumière allumée. On avait juste un petit peu tamisé, mais les lumières étaient encore allumées, il faisait pleine lumière dans la salle, et on parlait. On murmurait, on chuchotait, on faisait autre chose, bref, on n'était pas soumis au spectacle, on n'était pas obligé de le regarder, d'écouter, de se concentrer. Voilà, le spectacle était là, puis ceux qui regardaient, puis bah, les autres, ils pouvaient parler, etc. Donc, voilà, tout ça, ce sont des notions assez récentes, et c'est vrai que bah, la lecture intime, pour soi-même, dans la tête, par opposition à se faire la lecture, parce que c'est assez récent aussi, alors à l'échelle de l'histoire, et non pas là un peu moins récent que le truc des spectacles, mais par exemple à l'Antiquité,
il était courant de se faire lire les textes par les esclaves. C'était beaucoup plus courant de faire comme ça en fait, hein. On avait un esclave qui savait lire et bien en fait on se faisait lire les manuscrits par les esclaves et comme ça on écoutait le texte. Il y avait beaucoup de déclamations. De toute façon on le sait que la culture antique est une culture orale, hein, beaucoup plus que la nôtre, hein. On écrivait moins de choses, on passait beaucoup par le récit, la voix. Et en fait la culture littéraire a été orale pendant très longtemps, jusqu'au Moyen-Âge, hein. Moyen-Âge, les troubadours, les trouvères, on n'avait pas les manuscrits. De toute façon, pour des raisons, voyez bien, matériel très simple. Comment vouliez-vous faire de la lecture dans la tête quand personne n'avait les manuscrits? On n'avait pas d'imprimante. Donc de toute façon, jusqu'à l'arrivée de l'imprimerie, très compliqué d'avoir des exemplaires de livres, c'était rare. Et du coup, on n'était presque pas entraîné à lire toujours les textes. Il y avait très peu de gens qui savaient lire. Et en fait, on se faisait faire la lecture. C'était nécessaire, parce que soit on ne savait pas lire, soit on savait lire, mais on n'avait pas le texte. On n'avait pas la collection, la bibliothèque. Ça, c'est venu plus tard quand on a pu imprimer des livres. Donc en fait, originellement, de toute façon, la lecture, c'est à voix haute. Il y a quelqu'un qui soit connaît le texte par cœur, parce que les bardes, les poètes, les troubadours, c'était les gens qui connaissaient leur texte par cœur, hein. Eux-mêmes n'avaient pas des traces écrites de leur texte, hein. Les traces écrites, parfois, ont été faites plus tard. On a recopié, ceux qui étaient fans ont mis sur papier, pour notre plus grande chance et notre plus grand bonheur, ce qu'ils avaient déclamé. Mais voilà, on a pendant très longtemps, la lecture, par définition, c'était quelque chose de déclamé, à écouter de quelqu'un. Et c'était pas quelque chose de dans la tête avec son édition, etc. Ça, ce sont des choses qui sont arrivées après l'imprimerie, qui sont plus récentes. Vous voyez, culturellement, déjà, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que, vous voyez, cette réaction de dénigrer un petit peu le livre audio n'a quelque part pas de sens. Parce que le livre audio est plus proche quelque part de l'esprit originel de la lecture que la lecture qu'on connaît aujourd'hui, où il faudrait être dans un fauteuil, près de la cheminée, très concentré comme ça, dans sa tête, dans son monde. C'est très agréable. Mais c'est pas, finalement, on prend ça un petit peu à tort maintenant comme la norme et comme la façon noble de lire et la seule façon concevable de lire. En réalité, il n'en est rien, c'est pas du tout évident en fait, hein, et c'est pas les origines de la lecture une fois encore. Donc c'est bien de se rappeler ça en fait pour mettre un peu en perspective cette notion de livre audio qui en fait a sa raison d'être et en fait est une vraie question en fait, hein, cette lecture par autrui, d'écoute, cette lecture qu'on écoute et non pas qu'on visualise par les yeux, qu'on intègre en soi. Voilà, donc après cette parenthèse un petit peu comme ça de contexte, d'histoire et tout, donc voilà, moi c'est vrai que j'étais pas très livre audio, j'étais pas attiré par ça, j'en avais jamais ressenti le besoin, je crois que c'est ça surtout en fait, j'avais pas ressenti le besoin. Et je regardais ça un petit peu loin en me disant ouais, quand on a la flemme j'imagine, ouais, quand on n'est pas un lecteur très concentré, ouais, quand comme ça quoi, mais j'étais pas très fan, moi c'était pas ma façon d'approcher les choses, c'est pas comme ça que je voulais approcher les textes, moi je voulais vraiment maîtriser ma lecture complètement, être lecteur actif, lire ça, en plus j'aime bien le calme, etc., lire dans la tête et tout, tranquille et tout, enfin, donc voilà, donc ça que moi du coup je connaissais même pas en fait, hein. Je n'avais pas écouté de livre audio, on va dire, d'adulte, voilà, jamais. J'avais juste comme ça une veille, je me faisais bien une idée de ce que c'était, et c'est tout. Alors du coup la question c'est comment j'en suis venu au livre audio là finalement, c'est quoi le rebondissement, qu'est-ce qui s'est passé là pour que tout d'un coup je me penche sur ça, que je m'en procure, que je me mette même à en écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé Proust. Voilà, c'est très simple, il s'est passé Proust. Proust happened. Hein, ça pourrait être un autocollant, Proust happened. Voilà, il s'est passé Proust parce que. Alors vous allez me dire, c'est quand même incroyable avec tous les auteurs classiques que j'ai lus, et j'ai lu quasiment tous les auteurs classiques français, je veux dire, alors surtout que maintenant je peux ajouter Proust à la liste, vraiment, je crois qu'il y a très peu, voire aucun des nombreux principaux écrivains français dont j'ai pas lu au moins un ouvrage. Vraiment, là je peux commencer à le dire vraiment là avec les années passant, c'est un fait, ils sont dans ma bibliothèque, voilà, j'ai un peu tâté de tout le monde. Ce qui au passage d'ailleurs ce qu'on demande dans lettres modernes, vous voyez, moi il m'a fallu 10 ans pour faire ça, enfin non plus de 10 ans. J'ai commencé à lire vraiment les classiques à 15 ans, j'ai 33 ans, donc au moment où je fais ce podcast. Donc presque 20 ans. Bon, j'ai pas fait que lire aussi, il faut le dire, j'ai un peu perdu mon temps, enfin pas perdu mon temps, mais j'ai fait d'autres choses. Mais voilà, en gros, il m'a fallu quand même, bon, allez, 15-20 ans, et c'est clairement pas pendant mes études de lettres que ça s'est le plus passé. Intéressant quand même, hein, c'est plus hors des études que j'ai progressé, que j'ai lu beaucoup de choses. J'ai plus lu moi hors de mes études que durant mes études. Et c'est vrai que voilà, il m'a fallu 15-20 ans quand même pour lire pas mal d'ouvrages, et je suis loin d'avoir lu tout ce que je voulais encore, hein, mais en tout cas, je commence à avoir un peu exploré. Et donc voilà, et oui, quand même c'est incroyable avec tous les auteurs que j'ai été amené à lire, à croiser, à rencontrer. Il aura fallu Proust pour me faire basculer dans le livre audio, pour me donner cette envie, voire ce besoin d'aller dans le livre audio, me dire bon là c'est bon, ça va être livre audio, je crois que c'est la meilleure façon de procéder, il me faut ça, voilà. Je pense qu'il n'y a pas que Proust aussi, je veux quand même voilà, nuancer une chose, je pense que ce n'est pas
que Proust, c'est bien sûr Proust, mais c'est le fait d'être amené à lire Proust précisément à un moment de mon existence là où j'ai des petits soucis de concentration. Vous voyez, comme quoi on va revenir un peu à la concentration. J'ai des petits soucis de concentration où une lecture classique est un petit peu plus difficile pour moi que d'habitude. Voilà, je suis peut-être pas aussi dans mon état normal, entre guillemets, mais honnêtement, voyons un peu ce qu'est l'œuvre de Proust, je pense que même au meilleur de ma forme, même dans mon état normal, je ne serais pas étonné que de toute façon j'aurais eu recours au livre audio. Voilà, je ne peux pas en être sûr, je ne saurais pas, mais je ne serais pas étonné que ce serait quand même de toute façon arrivé. Voilà. Mais là, évidemment, vu mes conditions psychologiques, etc., là, c'était quasiment inévitable. Voilà, il fallait que je vienne au livre audio. Alors donc, pourquoi Proust? Donc moi, de toute façon, moi à la base, Proust, pendant des années, je ne l'ai pas lu, puis ça m'a pas manqué. J'étais pas spécialement attiré par Proust. J'avais pas de raison de le lire. Alors, pourquoi le lire? Moi, je lis pas pour faire le snob. Je lis pas pour snobisme. Au passage, c'est un thème très présent dans l'œuvre de Proust. C'est une des presque pas des obsessions, mais des idées fixes de Proust dans la recherche du temps perdu. Hein. C'est un des thèmes très récurrents. Il s'intéresse beaucoup au snobisme. Qu'est-ce que le snobisme? Comment ça fonctionne? Pourquoi les gens sont snobs, etc. Et c'est ce qui donne la part la plus humoristique de son œuvre, s'il y en a une. Et bref. Et donc ouais, justement. Comment moi Proust, voilà, moi je lis pas par snobisme, je lis pas pour dire que j'ai lu ça, pour faire genre, moi je lis parce que les choses m'intéressent, il se trouve que beaucoup de choses dans les classiques m'ont intéressé, mais moi tant que Proust m'aurait pas intéressé, je me serais pas penché dessus, c'est aussi simple que ça, hein. Ou alors peut-être pour la curiosité, ce qui est déjà un motif en soi, même cette curiosité-là, je ne l'avais pas plus que ça dans l'immédiat. Moi je suis allé vers Proust là parce que c'est très simple, je m'intéresse à des domaines, à des sujets, là en l'occurrence c'était l'amour-passion, et ce qui s'y rattache, entre autres la jalousie. Hein, parmi tant d'autres choses. Quoi qu'en disent certains et quoi qu'ils en pensent, et voilà, désolé, mais oui, la jalousie fait partie intimement de l'expérience amoureuse, et je veux dire, vous avez tous les écrivains et les philosophes ayant un petit peu cogité là-dessus contre vous si vous pensez le contraire. Voilà, donc c'est évident pour tous ceux qui sont un petit peu creusés la caboche sur le sujet, qui l'ont vécu dans leur âme et dans leur chair, et qui l'ont raconté. Donc voilà, hein, de Ovide à Barthes, vous êtes foutus. De Ovide à Barthes, vous êtes grillés. Vous avez, voilà, ils racontent tous la même chose globalement avec des façons différentes, plus ou moins brillamment. Et voilà, donc, bref. Et donc, moi, justement, en lisant ces gens-là, j'arrêtais pas de rencontrer le nom de Proust. Et ça a commencé à m'intriguer. Je me suis dit, mais c'est incroyable, on a l'impression qu'à les entendre, Proust, c'est celui qui a le mieux parlé apparemment de tout ça. Ça me paraissait bizarre. Mais Proust, pour moi, je semblait que, au contraire, c'était un texte qui était un peu vaporeux, qui parlait surtout de souvenirs, de mémoire, de temps qui passe, hein, la recherche du temps perdu, et puis de mondanité, quoi. Beaucoup de duchesses, de ducs, de mondanité. Je dis, ouais, bon, les petits fours, tout ça, le champagne. Et j'avais pas du tout saisi, je savais pas qu'il y avait toute cette dimension amoureuse, de l'amour-passion dans son œuvre, et même en particulier sur la passion de la jalousie. Eh bien, effectivement, c'est une part monumentale de l'œuvre. Honnêtement, si vous n'êtes pas fan de l'amour-passion et si vous ne comprenez pas la jalousie, vous allez passer un très long et mauvais moment avec Proust. Autant que si vous ne supportez pas les mondanités et les descriptions. Donc moi, évidemment, je passe 50% de bon temps avec Proust, 50% de temps de torture, parce que pour le coup, les mondanités et surtout les descriptions, ça me rend un peu plus taré, ce qui va me mener directement au livre audio. Mais c'est vrai que voilà, oui, non, effectivement, mais c'est le meilleur traitement de l'amour-passion et de jalousie que j'ai lu de ma vie. Hein, voilà, moi en tout cas, là, à ce stade-là, c'est clinique, quoi. C'est d'une précision et à la fois d'une beauté. Effectivement, cette dimension-là est complètement. Enfin, Un amour de Swann, c'est incroyable. Hein. Un amour de Swann, hein, c'est un petit épisode un peu autonome de la recherche du temps perdu qui fait partie du côté de chez Swann, le premier volume de la recherche. Donc, si on veut lire du Proust sans se taper toute la recherche, qu'on veut se faire juste une idée de ce que c'est, on lit Un amour de Swann, ça se vend séparément, ça fait 200-300 pages, donc c'est très condensé. Pour du Proust, c'est très court. Et on a un petit aperçu de ce que c'est que du Proust et comment il parle de l'amour et de la jalousie, puisque c'est tout le sujet de ce livre, c'est Un amour de Swann. Et voilà, et donc, du coup, voilà pourquoi j'ai dû aller vers Proust. Je me suis dit, bon, moi, je me renseigne sur l'amour, passion et la jalousie. Apparemment, il est incontournable dans le domaine. Il va falloir que je m'y penche. Et effectivement, en m'y penchant, je dis, ah ouais, quand même, en effet, ça a l'air d'être pas mal. Et donc, voilà, je me retrouve à lire du Proust et à vouloir un petit peu, peut-être, lire toute la recherche éventuellement, histoire de me dire que c'est lu, que j'ai pu explorer ça. Voilà, ça m'intéresse quand même un petit peu. Bon, comme je le disais, ceci étant dit, j'ai un petit problème avec Proust, c'est que Proust, il me rend taré. Proust, il peut à la fois me passionner, me toucher, je le trouve incroyable, brillant et tout, mais Proust, il a un souci, c'est que Proust, il s'arrête pas. Proust, il parle, il parle, il parle, il parle. Vous allez me dire, ça rappelle quelqu'un. Oui, je vous dis, si je vous faisais l'équivalent de podcast à la Proust, vous feriez notre tête. Hein, ça serait pas les mêmes dimensions que là.
Alors, vous allez dire, il y a un projet de documentaire, hein, il faut peut-être évoquer ça, dire, oh là là, là, effectivement, on se rapproche peut-être d'un truc à la Proust, hein. Là, ça va beaucoup parler, c'est très long, c'est vrai. Mais non, non, mais là, vraiment, je vous assure que même pour moi, c'est... Voilà, et pourtant, j'encaisse, hein, j'ai une bonne réceptivité à tout ça. Il faut quand même vraiment y aller pour m'impatienter en littérature quand ça m'intéresse. Bon, là, le problème, c'est que vraiment, ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais là, vraiment, le gars, il abuse, hein. Je ne vais pas rentrer en détail, je ne vais pas faire une critique là, de La recherche du temps perdu, parce que c'est un podcast à part entière et il faut que j'en lise un peu plus. Là, je n'ai lu que 2 volumes sur 7 pour l'instant, c'est quand même pas suffisant. Donc je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas digresser, parce que vous voyez, je me sens sur le point de digresser là, et de faire un pré-bilan de La recherche du temps perdu, ce qui serait bien précoce et hors de propos, c'est pas le sujet de ce podcast. Juste pour dire que c'est très long, c'est très diffus, très dense, il y a beaucoup de choses, il n'y a aucun saut de ligne quasiment. Non, oui, il y a aucun saut de ligne, il y a juste des petits paragraphes, et encore, non, pas des petits paragraphes, des longs paragraphes, donc c'est qu'une succession de très longs paragraphes, avec des très longues phrases, il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a pas de chapitrage, c'est compact, c'est entre 400 et 700, voire 900 pages par volume, donc allez-y. Tout ça, voilà, encore une fois, bien balèze, bien compact, sans espacement et tout, bon, honnêtement, et tout ça donc dans une logorée continue, c'est une logorée verbale, c'est quasiment de la chiasse verbale, c'est pas du tout monté, entre guillemets, il n'y a pas de montage, moi je sens pas le montage, j'ai l'impression de quelqu'un qui a tout laissé, qui a tout gardé, qui a tout dit, vous lui dire tout sur tout. Et c'est vrai que quand ça vous intéresse, du coup, bah, c'est banco parce que ça a un côté exhaustif et passionnant et vous vous laissez emporter. Vous êtes là, vous êtes parti pour 30 pages de toutes choses où c'est extraordinaire parce que ça vous intéresse aussi et c'est très bien dit. Mais c'est vrai que par malheur, quand on passe à une phase qui vous intéresse moins, où il va se mettre à décrire le moindre petit caillou d'un domaine ou d'une plage, où il va se mettre à décrire des robes dans un foisonnement de détails quasi absurde, et quand il va faire des mondanités, quand il va voilà, partir sur les trucs comme ça, si là par malheur ça vous intéresse moins, vous passez un très mauvais moment. Et là c'est très long, c'est très très long, c'est interminable même entre guillemets, il y a un petit côté comme ça. Et voilà, donc je souffre un petit peu avec Proust, j'avoue, parce que voilà, j'ai un aspect très précis qui m'intéresse. Je le lis de la pire des façons. Je crois qu'il faut être un flâneur pour aimer lire Proust. Il faut prendre les choses comme elles sont, ne pas avoir d'attentes précises, ne pas être campé sur un sujet. Il faut être ouvert à tout ce qu'il va nous dire. Et moi, le problème, c'est que moi, je suis là en mode chercheur et je m'intéresse à un sujet précisément. Quand il m'en parle, je suis passionné. Quand il m'en parle pas, il m'impatiente très vite. Et comme il n'est pas du genre, comme il est à se dépêcher, comme il est genre à prendre bien son temps et à faire exhaustif, bah, c'est vrai que ça peut être assommant et à devenir fou en fait, à devenir juste fou. Tu dis, mais quand même pas, parce que on ne peut pas faire un pas dans la recherche du temps perdu sans se taper une description, une méditation. Il y a d'abord la description matérielle des choses physiques, mais après il y a la méditation que cela entraîne. Et tout ça, mais ça devient quasiment absurde et on deviendrait fou, on le bafferait quasiment de temps en temps. Vraiment, ça peut être éprouvant mentalement, je trouve, à lire si voilà, on n'est pas dans le bon mindset. Voilà, donc j'ai eu un problème du coup parce que entre le fait que l'œuvre soit comme ça déjà de base et que de base elle n'est pas tout pour me plaire et qu'elle est longue, elle est dense et voilà, éprouvante à lire, et que de l'autre, c'est vrai que je ne suis pas au meilleur de ma forme actuellement, j'ai déjà été plus vaillant en tant que lecteur, je ne suis pas au sommet voilà, de ma forme de lecteur, pour des raisons voilà, de disposition psychologique, de mental, etc. Voilà, ça arrive, hein, parfois on est un peu fatigué ou on passe une phase de vie où c'est plus compliqué de se concentrer. Je suis clairement pas en état d'affronter ce truc-là sur un mode de lecture classique. Je me dis, bon, bah là, j'ai un problème. Donc, là, enfin, pour prendre l'expression, la métaphore, il me fallait quasiment un tapis volant. Je me dis, là, il me faudrait un tapis volant pour réussir à la fois à lire cette œuvre et en même temps que l'on m'aide quasiment, en fait. Hein, de ne pas le faire seul. Là, vraiment, là, il va falloir qu'on m'aide dans les moments qui ne m'intéressent pas trop. Hein, vraiment. Parce que les moments qui m'intéressent, je sais qu'après, c'est bon. Et donc, c'est vrai que peu à peu m'est venue l'idée de la lecture audio, du livre audio. Je me suis dit, mais en fait, là, limite, il faudrait qu'on me le lise, en fait, quoi. Ça m'épargnerait presque une partie de la démarche, il faut quand même le dire, une partie de l'effort, parce que c'est vrai que lire est un effort, et que là, pour le coup, cet effort-là, j'ai envie de le garder pour comprendre ce que ça raconte, pour intégrer le texte, mais j'avoue que là, c'est ça, soit je mets l'effort dans le fait de lire, et je vais peut-être passer à côté du plaisir du texte lui-même, soit je vais me concentrer sur le texte, mais il va falloir que quelqu'un me le lise, parce qu'actuellement, je ne suis pas en état. Voilà, c'est un peu ça. Donc le livre audio m'est passé par la tête et vous voyez, signe. Il y a eu 2 signes assez intéressants. C'est qu'au moment où je me posais la question de plus en plus, je me posais toute la question, je me dis est-ce que je pourrais aller au livre audio? Non, je dis n'importe quoi, mais non, je vais quand même pas me mettre à lire des livres audio, il faut arrêter tout ça. Puis je sais pas combien ça coûte, comment on se les procure, ce que c'est, comment ça fonctionne, tout ça. Non, non, c'est bon. Et vous voyez, il y a eu 2 petits signes. D'abord, il y a eu la question du capitaine Tabarly dont je parlais dans un talk.
Dis-moi, Kid, moi je veux avoir ton avis objectif et subjectif à la fois. Qu'est-ce que tu en penses des livres audio? Est-ce que tu penses que ça compte pour la lecture? J'ai dit, tiens, c'est marrant qu'il en parle quand même. Je suis pile en train de me poser la question en ce moment. C'est quand même fou. Voilà. Et deuxième signe, c'est que dans le cadre d'un achat sur Amazon, je me suis laissé tenter par l'essai sur Amazon Prime parce que j'avais besoin de recevoir ça vite pour un cadeau d'anniversaire. Et Amazon Prime, en fait, comme je souscris à l'essai, m'offre en cadeau à cet essai 2 crédits audio, ce qu'ils appellent 2 crédits audio pour l'application Audible. Donc pour avoir un livre audio. En fait, j'avais le droit du coup d'acheter 2 livres audio sur Amazon pour après les écouter sur l'application Audible. On me les offre. J'avais le droit de choisir 2 livres audio de mon choix. Bah forcément, moi, on me dit ça, je dis bah tiens, c'est marrant, c'est intéressant, bah, c'est offert, c'est peut-être l'occasion de tester, voyons voir. Et bien forcément, du coup, je fais des recherches et je me dis bah tiens, je vais taper Proust, je vais voir s'il y a les livres audio de Proust. Je trouve bien les livres audio de Proust. Et eh bien, je découvre que toute la recherche du temps perdu a été publiée, entre guillemets, je ne sais pas trop comment on dit, éditée plutôt, peut-être éditée en livre audio par une édition qui s'appelle les éditions Telem. Et que, en plus, le texte est lu par différents acteurs, comédiens de renom, pour les citer dans le désordre, André Dussolier, Denis Podalides, Lambert Wilson, etc. Donc, charmant casting. Et bah voilà quoi, je me dis ben cool. Bah dans ce cas je vais tenter. En ce moment je suis dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je me suis dit bah tiens je vais tester parce que j'avais fini du côté de chez Swann. Du côté de chez Swann je l'ai lu tout seul moi-même. Déjà parce qu'un amour de Swann je l'ai lu généralement je l'ai lu passionnément. Du côté de chez Swann, Combray la première partie j'ai beaucoup plus souffert mais voilà tout ça je l'ai lu tout seul moi-même. Et là j'étais dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs et j'étais épouvanté par la longueur du texte. Et quand je dis longueur, c'est pas tant le nombre de pages, j'ai déjà lu des livres beaucoup plus longs, mais par la lenteur avec laquelle s'installe l'intrigue principale, les personnages, je dis mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible un truc pareil, mais comment dans un livre qui s'appelle À l'ombre des jeunes filles en fleurs, les jeunes filles en fleurs ne peuvent n'apparaître que au bout de 500 pages sur 700? Comment c'est possible un truc pareil? Qu'est-ce qu'il a foutu de ces premières 500 pages, etc. Bon, il y a des explications à tout ça, j'en parle en détail. C'est ça que je t'ai dit, bon bah là non, ça va pas le faire, je vais péter un câble. Là, je sais pas comment je vais trouver. Ce qui m'intéresse, c'est à la fin du livre comment je vais faire, quoi. Et donc, bah, je me suis procuré déjà L'ombre des jeunes filles en fleurs, et puis je me suis, comme j'avais 2 crédits audio, et qu'un crédit audio c'était un livre audio, je me suis procuré un deuxième. En fait, j'ai pris la suite, hein, j'ai pris Sodome et Gomorrhe, qui est enfin non, c'est pas la suite d'ailleurs, non, excusez-moi. C'est pas la suite directe de Les Jeunes Filles en Fleurs. La suite directe des Jeunes Filles en Fleurs, c'est le côté de Guermantes, troisième de La Recherche du Temps Perdu. Moi, du coup, j'ai pris le volume 4, Sodome et Gomorrhe. Et voilà. Et donc, j'ai pu tester. J'ai pu tester le livre audio. Et donc, c'est là que j'en viens à mon expérience. Voilà, là, j'ai expliqué comment j'en étais venu au livre audio finalement. Eh bien, j'en viens à mon expérience du livre audio. Puisque en fait à ce stade-là, j'ai lu, du coup je sais pas comment on peut appeler ça, j'ai lu en audio intégralement À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Là j'ai vraiment testé sur un livre en entier, sur les 700 pages de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, deuxième volume de la recherche, un livre audio. Et j'avais lu une partie du livre moi-même en fait, hein, par moi-même en lecture classique, donc j'ai pu un peu comparer. Et donc voilà, retour d'expérience du coup. Eh bien mon retour d'expérience est positif. Il est positif. Mais je vais évidemment l'argumenter et un petit peu expliquer et nuancer aussi. Voilà, en quoi c'est positif. Alors, mon avis sur À l'ombre des jeunes filles en fleurs, enfin le livre audio en tout cas d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, est positif. Et je précise bien À l'ombre des jeunes filles en fleurs parce que tous les livres audio ne se valent pas, manifestement. Ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai été tellement charmé par le livre audio des jeunes filles en fleurs que je me suis mis à imaginer que tous les livres audio étaient comme ça. Et du coup, ça m'a donné un peu des idées. Je me suis dit, mais en fait, attends, je vais devenir accro. En fait, c'est trop bien, c'est hyper agréable. Dès que j'ai un petit moment, je me mets dans les écouteurs dans les oreilles. J'écoute ça, je peux me promener, j'écoute ça, je peux m'allonger, j'écoute ça. Enfin, c'est trop bien, j'avance dans la lecture, c'est agréable et tout. Bref, voilà. Et comme j'étais charmé, je me suis dit, bah attends, mais là, en fait, il y a pas mal de livres comme ça, de fiction. Je précise encore une fois la fiction, surtout pas de philosophie et d'essai, où je préfère vraiment garder la main sur la lecture. Mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être agréable, des livres comme ça qui me motivaient. Puis en même temps, bon, j'avais pas la flemme de lire, mais ça, je me suis dit, tiens, qui m'intéressait, mais un peu moins que d'autres, ce qui fait que ça peut être le bon compromis du livre audio. Et là, j'ai vite déchanté parce que les livres audio n'étaient pas de la même qualité que celui des jeunes filles en fleurs et plus généralement de la recherche là que je me suis procuré.
Là, j'ai pu voir en fait qu'attention, tous les livres audio ne se valent pas. Il y a des enregistrements plus ou moins bons, il y a des voix plus ou moins bonnes, des plus ou moins bons lecteurs. Et donc, il faut bien tester le livre audio avant. Il faut bien aller sur le site. Heureusement, ils mettent des longs extraits, donc on peut vraiment écouter pendant au moins 3-4 minutes la lecture pour voir si on aime bien la voix du lecteur, si on aime bien son intonation, si on trouve qu'il lit bien, parce qu'il y a vraiment des livres audio qui sont catastrophiques, qui sont vendus, mais vraiment, tu te dis, non mais là, c'est même pas la peine. Enfin, vaut mieux le lire soi-même là en fait, hein. On comprend rien, ou alors c'est très austère, c'est très monotone et tout. Et c'est là que j'ai pu comparer, j'ai dit, ah tiens, ah ouais quand même, donc il y a vraiment des livres audio plus réussis que d'autres, et donc tout ne fonctionne pas, malheureusement. Et il faut vraiment juger ça au cas par cas, faire attention. Et donc ça peut être l'extase comme l'enfer, on va dire, hein. Voilà. Donc c'est vrai que, ben, il se trouve que j'ai commencé direct par un truc génial, parce que j'ai commencé par Les Jeunes Filles en Fleurs, lu par Lambert Wilson. Lambert Wilson. Alors qu'on aime ou pas l'acteur, qu'on le connaisse ou pas, Lambert Wilson, il a quand même vraiment une sacrée voix. C'est quelqu'un qui a une voix très agréable et surtout une façon, un accent. Vous savez, hein. Lambert Wilson, il a un côté très british dans sa façon de parler. Il a cet accent un peu très particulier, très maniéré un petit peu, hein, un peu dandy comme ça, qui lui est très caractéristique. Euh, et en fait, bah, ça marche juste magnifiquement bien. C'est juste parfait. Mais c'est parfait. Moi, je connais bien cet acteur, je connais bien cette voix. Et déjà, quand j'ai vu Lambert Wilson affiché pour Les Jeunes Filles en Fleurs, je dis, mais attends, mais c'était l'évidence, mais clairement, mais merci à la personne, au directeur artistique qui est allé chercher Lambert Wilson pour lire Proust, parce que c'est l'évidence. C'est exactement ce type de voix qu'on imagine pour lire Proust. Parce que Proust, c'est un auteur du début du XXe siècle, des années 10-20, du coup, d'une époque très anglomane, hein, il y a beaucoup d'influence de l'Angleterre, c'est très chic de parler un petit peu anglais, il y a un petit côté aristocrate comme ça, et Lambert Wilson a une voix qui fait très aristo, hein, un petit peu bourgeois, pas bourgeois, bourgeois aristo. Faut pas les confondre parce que s'il y a bien un livre en plus où on fait bien la différence entre ce que c'est qu'un aristo et un bourgeois, c'est La Recherche du temps perdu, hein. Un bourgeois et un aristo, hein, le côté de chez Swann et le côté de Guermantes, c'est deux mondes différents qui ne communiquent quasiment pas et qui se dédaignent un peu mutuellement parce que c'est des codes complètement différents. Ça, de toute façon, c'est clair, c'est clair dans tous les livres de l'époque, mais là, ça plus que jamais. Donc disons plutôt que Lambert Wilson fait très aristocrate pour moi, plus que bourgeois, plutôt aristocrate, et c'est très agréable du coup parce qu'en fait c'est une voix qui colle très bien à l'univers de Proust, à sa sensibilité, parce que Lambert Wilson est quelqu'un aussi de très, très sensible et tout, donc je sais pas, on sent vraiment que c'est le bon timbre, que c'est la bonne intonation, que c'est la bonne façon de parler, que c'est la bonne personnalité. Ça, c'est un choix de génie. Et c'est vrai que moi, là, ça a été du caviar pour les oreilles, hein, vraiment, enfin, vraiment, Les Jeunes Filles en Fleurs lues par Lambert Wilson, c'est bon, le texte pour moi prenait vie et en même temps, oui, sans s'en faire trop. Ça reste de la lecture, hein, il n'est pas là pour faire du théâtre, etc. C'est de la lecture, mais c'est de la lecture très maîtrisée. C'est propre, c'est nickel, l'intonation est magnifique et c'est vrai que du coup, ben, c'est super agréable, quoi. Et on comprend très bien ce qu'on entend, on apprécie, on déguste et tout. Non, c'est vraiment une brillante lecture. Pour moi, c'est prodigieux. Et bah, je n'ai qu'un regret, c'est que c'est pas lui qui a lu toute la recherche. On va dire 3000 pages de livre audio, le pauvre, on peut pas lui demander ça. Donc il a dû partager avec d'autres acteurs. Et moi, pour avoir écouté les aperçus avec d'autres acteurs, pourtant qui sont des bons acteurs, mais c'est, enfin, moi je vais regretter Lambert Wilson tout le temps. Enfin, je vais pas m'en remettre en fait. Denis Podalides à côté, Guillaume Gallienne, pourtant Guillaume Gallienne qui est quelqu'un qui est habitué des grands textes, qui avait son émission Ça peut pas faire de mal, où il lisait des textes classiques, donc c'est quand même un de ses domaines. Mais Gallienne, moi je trouve qu'il a une voix un petit peu nasillarde, alors c'est peut-être allé pour d'autres textes, mais là c'est vrai que je trouve que ça marche pas aussi bien. Euh, André Dussolier, c'est pas mal, mais bon, non, Sacramento Wilson, là franchement, moi il va me manquer dans les autres livres, hein. Là clairement il va me manquer, hein. Je sais pas comment je vais faire sans lui en fait. Je me demande si je vais réussir à accrocher aussi bien au livre audio de Proust sans Lambert Wilson. Parce que là vraiment, pour moi, c'est la voix idéale. C'est vraiment parfait, quoi. Donc j'ai passé un moment délicieux avec cette voix-là, parfaitement adaptée au texte, comme s'il l'avait écrit lui-même. Avant de passer à la suite, je vais vous faire entre guillemets un petit cadeau et en même temps ça a valeur de démonstration. Je vais vous. Alors, je sais pas si j'ai le droit de faire ça des repassages. Parce qu'on est tellement dans un monde de rapia où tout est protégé, surprotégé. Attention, c'est à nous, c'est à moi, ne le prenez pas. C'est du vol, c'est du piratage, c'est de la copie. Oui, bon, ça va, c'est de la culture, c'est du partage, c'est bon. Sur la quantité, c'est pas grand chose. Je voulais vous donner des exemples de ce que je disais et partager avec vous quelques extraits de lecture, enfin en livre audio des Jeunes Filles en Fleurs par Lambert Wilson. J'ai sélectionné deux extraits. Alors
Alors, non pas que ce soit le meilleur passage du livre spécialement, parce que voilà, j'ai pas pris le temps de replonger assez dedans là pour les sélectionner, mais j'ai repéré comme ça deux passages qui sont intéressants parce que l'un illustre bien le thème du livre, Les jeunes filles en fleurs. Ça raconte vraiment comment le jeune, le narrateur en fait traque un peu les jeunes filles dans la ville, dans la station balnéaire où il est. Il a repéré un groupe de filles sur lequel il est un peu flashé et en fait il explique comment il les suit en ville, il essaie de trouver où elles se promènent, aux heures auxquelles elles se promènent pour les rencontrer, etc. Donc là on est vraiment au cœur du sujet du livre et voilà un des meilleurs passages. Et puis un dialogue. Alors ça le dialogue c'est intéressant, c'est ce par quoi on va commencer, parce que chronologiquement c'est avant dans le livre. C'est un dialogue avec la femme de Swann, celle qui est devenue la femme de Swann, Odette, celle dont il était tant amoureux dans l'amour de Swann, qui est devenue sa femme. Et Madame Swann, du coup, celle qui est devenue Madame Swann, hein, l'ancienne Odette de Crécy, a invité des copines à boire le thé. Hein. Donc la scène mondaine un peu classique, elle a un salon, elle invite les copines, hein, les dames en robe comme ça, puis bah, du coup elles se mettent un petit peu à faire un peu les concierges, un peu les commères, à discuter, etc. Et donc là en fait on a une scène très bien faite, un peu de théâtre, hein, ça fait un peu théâtral, là c'est l'aspect très ça, c'est l'aspect très théâtre de Proust où il est très doué en fait en fait, à vraiment réussir à imiter les gens, les personnages, à vraiment nous donner, nous les faire entendre. On s'y croirait vraiment, quoi. On est vraiment là en train de prendre le thé avec des petites bonnes femmes de l'époque en robe qui ont toutes épousé des hommes bien en bonne situation, quoi, et donc bah, qui occupent leur après-midi à discuter comme ça, un peu à se critiquer et tout. Donc ça, c'est un très bon exemple de lecture parce que on voit aussi comment Lambert Wilson en fait, arrive très bien à, à pas basculer trop dans le théâtre, à pas en rajouter trop, et en même temps à bien marquer les intonations, à marquer les voix, et etc., à jouer sur les murmures. Enfin, c'est vraiment excellent. Oh, Madame Bontemps, je vois que vous vous levez. C'est très mal de donner ainsi le signal de la fuite. Vous me devez une compensation pour n'être pas venu jeudi dernier. Allons, rasseyez-vous un moment. Vous ne ferez tout de même plus d'autres visites avant le dîner. Vraiment, vous ne vous laissez pas tenter ajoutait Madame Swann, tout en tendant une assiette de gâteau. Vous savez que ce n'est pas mauvais du tout, ces petites saletés-là. Ça ne paie pas de mine, mais goûtez-en, vous m'en direz des nouvelles. Au contraire, ça a l'air délicieux, répondait Madame Cottard. Chez vous, Odette, on n'est jamais à court de victuailles. Je n'ai pas besoin de vous demander la marque de fabrique, je sais que vous faites tout venir de chez Rebattet. Je dois dire que je suis plus éclectique. Pour les petits fours, pour toutes les friandises, je m'adresse souvent à Bourbonneux. Mais je reconnais qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une glace. Rebattet, pour tout ce qui est glace, bavaroise ou sorbet, c'est le grand art. Comme dirait mon mari, c'est le nec plus ultra. Mais ceci est tout simplement fait ici. Vraiment non? Je ne pourrais pas dîner, répondait Madame Bontemps. Mais je me rassieds un instant. Vous savez, moi, j'adore causer avec une femme intelligente comme vous. Vous allez me trouver indiscrète, Odette, mais j'aimerais savoir comment vous jugez le chapeau qu'avait Madame Trombert. Je sais bien que la mode est au grand chapeau. Tout de même, n'y a-t-il pas un peu d'exagération? Et à côté de celui avec lequel elle est venue l'autre jour chez moi, celui qu'elle portait tantôt était microscopique. Mais non, je ne suis pas intelligente, disait Odette, pensant que cela faisait bien. Je suis au fond une gobeuse, qui croit tout ce qu'on lui dit, qui se fait du chagrin pour un rien. Et elle insinuait qu'elle avait, au commencement, beaucoup souffert d'avoir épousé un homme comme Swann, qui avait une vie de son côté et qui la trompait. Cependant, le prince d'Agrégente, ayant entendu les mots «Je ne suis pas intelligente», trouvait de son devoir de protester, mais il n'avait pas d'esprit de répartie. Taratata, s'écriait Madame Bontemps. Vous, pas intelligente? En effet, je me disais, qu'est-ce que j'entends? Disait le prince en saisissant cette perche. Il faut que mes oreilles m'aient trompé. Mais non, je vous assure, disait Odette. Je suis au fond une petite bourgeoise très choquable, pleine de préjugés, vivant dans son trou, surtout très ignorante. Et pour demander des nouvelles du baron de Charlus, avez-vous vu cher baronnet? Lui disait-elle. Vous, ignorante? S'écriait Madame Bontemps. Eh bien alors, qu'est-ce que vous diriez du monde officiel, toutes ces femmes d'excellence qui ne savent parler que de chiffon? Tenez, madame, pas plus tard qu'il y a 8 jours, je mets sur Lohengrin la ministresse de l'instruction publique. Elle me répond. Lohengrin? Ah oui, la dernière revue des Folies Bergères, il paraît que c'est tordant. Eh bien, madame, qu'est-ce que vous voulez? Quand on entend des choses comme ça vous fait bouillir. J'avais envie de la gifler. Parce que j'ai mon petit caractère, vous savez. Voyons, monsieur, disait-elle en se tournant vers moi. Est-ce que je n'ai pas raison? Voilà, donc on passe à un deuxième extrait. Hein, voilà, là on se fait un petit peu plaisir. Hein, mais le deuxième extrait, donc voilà, c'est le jeune narrateur qui est à Balbec, hein, la station balnéaire fictive de la recherche du temps perdu, une espèce de station balnéaire un peu normande, hein, vous voyez, hein, où les riches parisiens vont en villégiature, il y a des choses qui n'ont pas changé.
Et donc voilà, il est à Balbec et en fait, le jeune homme a flashé sur une bande de filles hein, qui se promènent. Alors, un peu les pétasses de l'époque, il faut comme le dire, Jeunes filles en fleurs. Hein, le titre est très poétique, mais les filles dans le livre sont pas spécialement d'un grand raffinement. Hein, c'est vraiment des étudiantes. Hein, elles sont en vacances avant les examens. C'est un peu leur spring break. Hein, et, euh, et voilà quoi. En gros, elles sont un peu chamailleuses, un peu chapardeuses, un petit peu voilà. Elles sont un peu agitées quoi. Donc il les croise de temps en temps, en train de ricaner, en train de se moquer des passants, en train de faire un peu les connes sur le bord de la mer. Et il a flashé sur elles, il les trouve toutes belles, etc. Et donc bah, il se met un petit peu à les stalker, hein, faut quand même le dire, c'est du stalking, c'est ça qui est marrant. Il se met un petit peu à les suivre, etc. Il aime bien essayer de repérer à quelle heure elles passent, pour pas les rater surtout, etc. Et il adorerait faire connaissance avec elles. Pour l'instant, il y fantasme un peu sur elles de loin, et il essaie de les repérer. Donc c'est très joli la façon dont il décrit en fait que c'est devenu un petit peu l'attraction de ses journées de vacances. Ça l'occupe comme ça de chercher où sont les jeunes filles en fleurs. Il les recherche un petit peu partout dans la station balnéaire. Il essaie de repérer leurs rituels, leurs habitudes, pour peut-être essayer de les rencontrer. C'est un grand charme ajouté à la vie dans une station balnéaire comme était Balbec, si le visage d'une jolie fille, une marchande de coquillages, de gâteaux ou de fleurs, peinte en vives couleurs dans notre pensée, est quotidiennement pour nous, dès le matin, le but de chacune de ces journées oisives et lumineuses qu'on passe sur la plage. Elles sont alors, et par là, bien que désœuvrées, alertes comme des journées de travail, aiguillées, aimantées, soulevées légèrement vers un instant prochain, celui où, tout en achetant des sablés, des roses, des ammonites, on se délectera à voir, sur un visage féminin, les couleurs étalées aussi purement que sur une fleur. Mais au moins, ces petites marchandes, d'abord on peut leur parler, ce qui évite d'avoir à construire avec l'imagination les autres côtés que ceux que nous fournit la simple perception visuelle, et à recréer leur vie, à s'exagérer son charme, comme devant un portrait. Surtout, justement parce qu'on leur parle, on peut apprendre où, à quelle heure on peut les retrouver. Or, il en était nullement ainsi pour moi en ce qui concernait les jeunes filles de la petite bande. Et leurs habitudes m'étant inconnues, quand certains jours je ne les apercevais pas, ignorant la cause de leur absence, je cherchais si celles-ci étaient quelque chose de fixe, si on ne les voyait que tous les 2 jours, ou quand il faisait tel temps, ou s'il y avait des jours où on ne les voyait jamais. Je me figurais d'avance ami avec elles et leur disant « Mais vous n'étiez pas là tel jour ?»« Ah oui, c'est parce que c'était un samedi. Le samedi, nous ne venons jamais, parce que... » Encore si c'était aussi simple que de savoir que le triste samedi, il est inutile de s'acharner, qu'on pourrait parcourir la plage en tous sens, s'asseoir à la devanture du pâtissier, faire semblant de manger un éclair, entrer chez le marchand de curiosités, attendre l'heure du bain, le concert, l'arrivée de la marée, le coucher du soleil, la nuit, sans voir la petite bande désirée. Mais le jour fatal ne revenait peut-être pas une fois par semaine. Il ne tombait peut-être pas forcément un samedi. Peut-être certaines conditions atmosphériques influaient-elles sur lui ou lui étaient-elles entièrement étrangères? Combien d'observations patientes, mais non point sereines, il faut recueillir sur les mouvements en apparence irréguliers de ces mondes inconnus avant de pouvoir être sûr qu'on ne s'est pas laissé abuser par des coïncidences, que nos prévisions ne seront pas trompées, avant de dégager les lois certaines, acquises au prix d'expériences cruelles, de cette astronomie passionnée. Me rappelant que je ne les avais pas vues le même jour qu'aujourd'hui, je me disais qu'elles ne viendraient pas, qu'il était inutile de rester sur la plage. Et justement, je les apercevais. En revanche, un jour où, autant que j'avais pu supposer que les lois réglaient le retour de ces constellations, j'avais calculé devoir être un jour faste, elles ne venaient pas. Mais à cette première incertitude, si je les verrais ou non le jour même, venait s'en ajouter une plus grave, si je les reverrais jamais, car j'ignorais en somme si elles ne devaient pas partir pour l'Amérique ou rentrer à Paris. Cela suffisait pour me faire commencer à les aimer. On peut avoir du goût pour une personne, mais pour déchaîner cette tristesse, ce sentiment de l'irréparable, ces angoisses qui préparent l'amour, il faut, et il est peut-être ainsi, plutôt que ne l'est une personne, l'objet même que cherche anxieusement à étreindre la passion, le risque d'une impossibilité. Ainsi agissaient déjà ces influences qui se répètent au cours d'amours successives, pouvant du reste se produire, mais alors plutôt dans l'existence des grandes villes au sujet d'ouvrières, dont on ne sait pas les jours de congé et qu'on s'effraie de ne pas avoir vu à la sortie de l'atelier, ou du moins qui se renouvelèrent au cours des miennes. Peut-être sont-elles inséparables de l'amour. Peut-être tout ce qui fut une particularité du premier vient-il s'ajouter au suivant par souvenir, suggestion, habitude, et à travers les périodes successives de notre vie, donner à ces aspects différents un caractère général.
Voilà, alors c'était un exemple de lecture, hein, des Jeunes filles en fleurs de Proust par Lambert Wilson. Donc bah, je vous laisse juger hein, si ça vous semble si bien que ça, si vous, ça vous plairait. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve vraiment que c'était parmi ce qu'on pouvait faire de mieux. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça en lecture. Voilà, moi, je trouve ça très agréable. Donc voilà, donc ça c'est pour voilà, la partie un peu expérience concrète. Voilà comment j'en suis venu à lire des livres audio et voilà un peu mon expérience pour l'instant, qui est encore modeste. Hein, finalement, j'en ai lu qu'un en livre audio, hein, c'est ce volume-là. Donc je vais faire pareil avec certains autres de la recherche. Je vais partager entre lecture classique et puis lecture audio. De toute façon, ce que j'ai fait même au sein des lectures là en fait, hein, c'est vrai que moi, il faut savoir que j'avais toujours le livre avec moi. Moi, j'ai les livres, hein. J'ai pas que le livre audio, hein. J'ai les livres de la recherche du temps perdu, hein. J'ai tous les volumes en papier, hein, en Gallimard. Donc, je me suis pas contenté d'avoir les livres audio, hein. J'ai vraiment les éditions papier avec moi. Comme ça, je peux les consulter, je peux les regarder, je peux faire pause à tout moment, je peux lire la page dans le texte. De toute façon, j'ai le texte avec moi. Moi, quand j'écoute le livre audio, j'ai le texte à côté avec moi. Et soit je suis avec le texte, soit si je ne suis pas, je sais qu'à tout moment, je peux ouvrir le texte et aller regarder la page en question, la repérer. Donc voilà, hein, quand même, hein, le livre réel n'est pas loin. Hein. Je n'ai pas que le livre audio. Vous voyez, mon expérience de livre audio reste quand même très attachée au texte papier que j'ai dans un coin comme ça, qui est là, et sur lequel je m'appuie et dont je me sers aussi. Hein. Donc ça, c'est vrai que je tiens à le préciser, parce que c'est vrai que ça fait partie de mon expérience du livre audio, d'avoir comme ça le livre papier. J'en profite avant de passer oui, à la suite, quand même, par m'arrêter sur un aspect, c'est vrai que concret là aussi, qui est quand même important, qui est bien de connaître. Ça coûte combien un livre audio? C'est quoi les prix des livres audio à peu près parce que c'est vrai qu'on connaît à peu près les prix pour les classiques hein, d'un livre papier, hein, un livre classique en papier. Ça va de 2 euros pour un librio ou d'un tout petit ouvrage assez court, et ça peut aller jusqu'à les grands max 9-10 euros pour vraiment des gros volumes, vraiment sur genre Les Misérables et tout comme ça, des trucs à plus de 1000 pages. Mais voilà, en gros, ça se passe entre 2 et 10 euros, quoi, un livre de poche classique. Alors, un livre audio, il y a différents prix. Ça dépend évidemment là aussi des éditions. Ça dépend de la longueur du livre audio, évidemment. Ça dépend du lecteur, parce qu'évidemment, selon que le lecteur est plus ou moins prestigieux, plus ou moins connu ou bon, voilà. Donc, il y a des variantes de prix. Je sais par exemple que La Recherche du temps perdu, c'est parmi les livres audio les plus chers. Parce que déjà, ils sont longs, évidemment, les livres sont longs. Il faut savoir que, par exemple, Les Jeunes filles en fleurs, c'est 25 heures de lecture. 25 heures. Hein. Voilà, c'est divisé en à peu près 80 chapitres de chacun 20 minutes, un truc comme ça, ou un truc du genre, ou 30 ou 40, je sais plus. Je sais pas si mathématiquement ça correspond. En tout cas, voilà, il y a 80, c'est séparé en fait par chapitre qui n'inspectent pas les chapitres du livre. De toute façon, il n'y a pas de chapitre dans La Recherche du temps perdu. Donc, comme ça, ils ont dû inventer les chapitres eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de chapitre. Donc en fait, vous avez fait l'application Audible. Et sur l'application Audible, en fait, vous avez votre bibliothèque, vous mettez vos favoris ou votre wishlist, etc. Et donc, vous avez les livres. C'est très facile de navigation, c'est très très pratique. Ça, là-dessus, il faut quand même dire, c'est épuré, c'est simple. On peut pas merder sur cette application, on ne peut pas se perdre dessus, on ne peut pas avoir des difficultés techniques. C'est d'une simplicité enfantine, du coup agréable, parce qu'on n'a pas de chargement ou je ne sais quoi, etc. On est dessus, on appuie sur lecture et on reprend là où on était, ou alors on se promène dans les livres et on peut passer à l'autre, on a les chapitres, etc. Tout est très découpé. Donc après, c'est à vous de vous repérer dans les chapitres parce que ça ne respecte pas les chapitres du livre papier, surtout quand il n'y en a pas comme chez Proust. Donc ça segmente la lecture. Donc c'est à vous de vous rappeler que vous étiez au chapitre 70, 72, qui correspond en fait à rien narrativement. C'est juste que ça segmente la lecture. Et voilà, donc les livres de Proust sont parmi les plus chers, voilà, mais encore une fois parce que c'est les plus longs, hein, donc encore une fois 25 heures de lecture à peu près par volume. Et aussi parce que ils ont pris des grands acteurs. Hein. Là, on est sur un casting assez prestigieux. C'est des sacrés comédiens qui lisent, donc je pense que ça a joué sur le prix. C'est assez soigné, hein, édition Telem, tout ça et tout. Donc, c'est 40 euros. Je ne déconne pas, c'est 40 euros le volume. Le volume. C'est 40 euros le volume. Il y a 7 volumes dans La Recherche du temps perdu. Hein. Du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes, Sodome et Gomorre, La prisonnière, Albertine disparue, et le temps retrouvé. Donc vous avez 7 fois 40 euros de livre audio. Vous imaginez un petit peu la somme, hein, combien ça vous revient, le livre audio de La Recherche du temps perdu. Voilà, donc c'est cher, hein, c'est très cher. Est-ce que ça les vaut? Vu ma lecture avec Lambert Wilson, je dirais oui. Parce que vu le nombre d'heures de lecture qu'il y a, vu la qualité de lecture,
je dirais ouais, allez, admettons, mais c'est vrai que ça revient très très cher. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que déjà, moi, j'ai eu 2 crédits audio, j'ai eu le droit du coup à 2 livres audio offerts en m'abonnant à Amazon Prime juste en essai. Donc vous voyez déjà 2, sur les 7, vous en supprimez déjà 2, ça laisse 5. Il y en a déjà 2 que je n'ai pas payé du tout. Il y a déjà 2 livres audio de la recherche que je n'ai pas payé. Alors qu'on m'a fait 40 euros de cadeau. Vous vous rendez compte que j'ai pu économiser 80 euros. J'ai pris 2 volumes de chacun 40 euros. Voilà. Donc ça m'a été offert. J'avais le droit à 2 crédits audio et ça pouvait du coup être sur n'importe quel livre audio, même le plus cher. Et hop, c'est gagné. J'ai voilà, déjà 2 livres audio offerts. Ça c'est bien, grâce à Amazon. Maintenant, pour les suivants, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, je me suis laissé tenter de me laisser abonner à Audible. Parce qu'en fait, si vous n'annuliez pas votre abonnement à Audible, mais en fait, ils vous le renouvelaient payant et ça coûte 9 euros par mois, 9,90 € par mois. Alors, c'est vrai que c'est chiant, vous dites, oh, un abonnement chaque mois. Alors, si vous avez en plus déjà Netflix, je sais pas, ou Disney Plus et tout, vous dites, ah, encore un abonnement, encore un truc qui va me prendre de l'argent chaque mois, je ne vais peut-être même pas servir, etc. Euh, Là, il se trouve en fait que, comme j'ai beaucoup aimé les livres audio de Proust et que ça va s'avérer pratique pour moi et que du coup j'aimerais bien renouveler l'expérience, je me suis dit, attends, les livres audio de Proust ils coûtent 40 euros. 40 euros l'unité. Entre payer 40 euros pour ça, ce qui je vous le dis est carrément exclu, je ne vais pas payer 40 euros un livre, même audio, et en gros le payer 9 euros, c'est-à-dire que voilà, chaque mois, en fait ils vous font un cadeau, et quand vous gardez votre abonnement, chaque mois, vous avez le droit à un crédit audio. Si vous restez abonné, avec votre 9 euros payés par mois, ils vous offrent chaque mois un livre. Vous prenez celui que vous voulez. Après les autres, vous les achetez, hein. Si vous en voulez plus, vous devez les acheter là, en revanche, en supplément. Mais si vous êtes juste abonné, vous avez le droit à un livre audio gratuit. Alors au passage, moi je trouve que c'est un petit peu de l'arnaque, hein, voilà, mais on va pas s'étendre, mais je trouve que bon, ça va, hein, ils se mettent bien, hein. Je veux dire, si vous payez 9 euros par mois, mais qu'en plus vous devez acheter tous vos livres audio par-dessus ça, donc c'est pas comme Netflix, c'est comme si vous devez payer chacun de vos films sur Netflix. Vous vous rendez compte, vous payez chaque mois Netflix, mais chacun de vos films, vous devez les payer, sauf un chaque mois qu'on vous offre. Ça revient un peu chéro. Bon, là, moi je fais ma radasse, je décide que je n'achète rien sur ce truc-là, j'attends juste mon crédit audio chaque mois, donc je suis un peu ma radasse, ça prendra le temps que ça prendra. Et donc, bah, sachant que j'ai un crédit audio offert chaque mois, bien ça que je me dis, bah tiens, chaque mois, pour 9 euros par mois, en gros, avec mon abonnement, bah, je me prendrai un livre audio et au lieu de le payer 40 euros, je le paierai 9 euros. Voilà. Donc au final, la recherche du temps perdu de Proust me reviendra à 5 fois 9,90 € au lieu de 5 fois, 40 euros, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà moi comment je vais m'y prendre. Donc, pour l'instant, j'ai 3 volumes parce que j'ai les 2 premiers que j'avais eu avec mon compte Amazon Prime en le créant. Et j'en ai eu un là avec mon premier crédit audio offert, mon premier mois d'abonnement à ce truc-là. Puis bah, je vais comme ça me procurer les autres. Puis quand j'aurai fini de me procurer la recherche, il est probable que je me désabonne. Voilà. Voilà donc pour le prix. Il y a des livres audio moins chers, hein. J'en ai vu à 15 euros, 20 euros, mais généralement ça coûte plus cher forcément qu'un livre papier, hein. Donc c'est très rare d'en trouver à 10 euros, vraiment. Et puis s'ils sont à 10 euros, c'est pas très bon signe honnêtement. Donc vraiment pour un bon livre audio, il faut compter 20 euros minimum. Et après on est dans les 20, 25, 30 et jusqu'à 40. Voilà, donc c'est pas donné, hein. C'est selon encore une fois la longueur du livre, le prestige du lecteur. Mais voilà, fourchette large entre 20 et 40 euros. Voilà donc concrètement aussi voilà, niveau prix, hein, on a parlé un petit peu business, un peu prix, là comment ça se passe, combien ça coûte, comment on se les procure. Voilà, je me réfère à ce que je vis sur Audible, hein, l'application Audible qui est reliée à Amazon. Voilà, donc c'est peut-être voilà, peut-être qu'il y a d'autres façons de s'y prendre. Il y a aussi le marché des CD, etc. Il y a peut-être d'autres applications. Moi je vous parle d'Audible, hein, de ce que j'ai, qui est très pratique comme application, qui est très confortable, qui est très facile d'utilisation, et où vous avez comme ça le catalogue que vous pouvez consulter. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'étais très déçu du niveau des autres livres audio que j'ai eu l'occasion de tester. Voilà, juste de tester quand même pendant de longues minutes de lecture. Et je suis tombé de haut. Moi, m'étant habitué à Lambert Wilson et à la recherche, je me suis dit, ah, trop bien, mon Dieu, si tout est lu comme ça va être magnifique. Je me suis même mis à fantasmer, je dis, imagine, ils ont fait appel à des doubleurs de cinéma, comme je les aime, pour vous lire des textes. Imagine, ils ont fait appel à Damien Boisseau, le doubleur de Matt Damon, et de Edward Norton. Imagine, ils ont fait appel à Jean-Pierre Michael, le doubleur de Kenny Reeves et de Brad Pitt. Imagine, ils ont fait appel, d'Ethan Hawke. Imagine, ils ont fait appel, je sais pas, à d'autres magnifiques voix comme ça, voilà, de doublage français, hein, où on s'illustre tellement.
Bon, malheureusement, ça n'existe pas tant que ça, non, j'en ai pas trouvé. Et non, le niveau des autres livres audio m'a vachement déçu, quoi. Je veux dire, j'ai trouvé les voix pourries, j'ai trouvé les lectures monocodes, d'ailleurs les gens s'en plaignent dans les commentaires. Donc attention, tout n'est pas extrêmement réussi et c'est décevant parce qu'en fait, surtout pour le marché des classiques, c'est très compliqué de trouver, je trouve, finalement des choses vraiment géniales. Parce que le livre audio, il faut quand même le dire, bah, comme toujours, hein, ce qui profite, c'est les livres contemporains en fait, hein. C'est voilà, hein, c'est les livres récents, hein, qui bénéficient peut-être d'éditions plus soignées parce que bah, on sait que c'est ce qui se vend. Les gens qui travaillent, qui rentrent le soir en métro, aiment bien écouter leurs petits livres. Et bien ils vont avoir le dernier Dan Brown, le dernier Lévy, le dernier essai, la biographie de Barack Obama, je sais, a été mise en avant, tout ça. Voilà, enfin les mémoires de Barack Obama. Donc bon, c'est vrai qu'encore une fois, le marché du classique est un petit peu négligé parce que bon, forcément peut-être pas le plus prisé. Et pourtant, les comédiens adorent lire les grands textes, hein. C'est pour ça que souvent on voit que c'est des comédiens, des gens de théâtre qui lisent les grands textes, mais bon, c'est pas toujours. Voilà, moi je me suis penché sur certains textes, j'ai pas trouvé. Voilà. Après, c'est peut-être ceux que je recherchais aussi, hein, parce qu'il y en a tellement que j'ai déjà lu des livres, des livres que je j'ai pas fait la recherche sur ceux que j'ai déjà lus, seulement sur ceux qui m'intéressaient de lire éventuellement. Il y a beaucoup de VO. Donc si vous comprenez l'anglais, vous pouvez avoir des textes en VO qui vous sont lus, hein. Je sais que Lolita de Nabokov, on le trouve lu par Jeremy Irons, rien que ça. Jeremy Irons, c'est l'interprète quand même de Humbert dans l'adaptation des années 90 de l'œuvre. Donc c'est un beau clin d'œil. Donc si vous comprenez l'anglais, vous pouvez avoir Lolita raconté par l'interprète de Humbert dans une adaptation en anglais, carrément dans le texte. Donc bon, pourquoi pas. Mais voilà, bon, dans l'ensemble, j'ai été plutôt déçu. Donc honnêtement, je crois que mon expérience des livres audio s'arrêtera eh bien, à la recherche du temps perdu dans l'immédiat. Pour l'instant, il n'y a que ces livres audio-là qui m'ont semblé de très grande facture, d'une qualité toute particulière niveau lecture. J'ai l'impression que là, ils sont bien défoncés pour la recherche du temps perdu. Est-ce que c'est l'idée que c'est tellement long et tellement difficile à lire qu'en fait, là, ça méritait une belle édition audio pour que les gens aient peut-être une chance de pouvoir le lire différemment? Ou est-ce que c'est tombé comme ça? Mais vraiment, très belle édition. Là, on réalise en fait à quel point ils se sont vraiment défoncés sur le casting et sur la qualité de lecture et que c'est un peu à part et que ça peut valoir son prix quand même. Bon. Voilà, donc, mais je pense que du coup, moi dans l'immédiat, ça s'arrêtera là, et je le déplore un petit peu parce que vous voyez, j'y ai pris goût, hein. Moi j'y ai pris goût, et je me dis merde, moi je me serais bien laissé tenter par certaines lectures comme ça, où je voulais à la fois lire le texte, en même temps je dis ouais, bon, je sais pas, et bah ouais, faute d'édition que je trouve convenable et agréable à entendre, bien, je renoncerai peut-être. Nous verrons, voilà, si je poursuivrai l'aventure. Mais en tout cas, ça peut être très agréable comme ça d'écouter les textes, de se faire lire un texte. Voilà, soit dans les transports en commun si vous revenez du travail, etc. Ou juste comme ça, vous avez des trucs à faire, soit chez vous allongé comme ça tranquillement, soit en faisant quelque chose. Mais là, attention, je vais y revenir dans un instant. Là, je suis un peu moins. Je conseille un peu moins ce côté faire autre chose à côté. Je pense que pour moi, là, on commence à s'éloigner de la lecture. Ou alors vous promenant. Ça, les promenades aussi, je pense que ça peut fonctionner. Donc on en vient à la grosse question, à la question qui m'avait été posée en talk, et à laquelle maintenant je peux apporter une réponse d'autant plus argumentée et précise, mais finalement je suis en tout cas toujours d'accord avec mon point de vue, donc quand même j'avais quand même je reste d'accord avec moi, donc j'avais eu une bonne intuition, je pense, quand j'ai répondu. Est-ce que la lecture audio, ça vaut une lecture classique? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça se vaut? Est-ce qu'on peut estimer qu'on a lu un livre quand on l'a seulement, entre guillemets, écouté, et non pas lu classiquement? Alors, moi, enfin, ce que j'avais répondu quand on m'avait posé la question, c'est une réponse très chiante comme d'hab, c'est oui et non. Oui et non. Alors, pourquoi oui, pourquoi non? Alors oui, pour des raisons bah, un peu évidentes, a priori, c'est que, bah, écoutez, que vous lisiez le texte vous-même avec vos yeux, avec votre voix intérieure, ou qu'on vous le lise, c'est le même texte. C'est le même texte. Si c'est le même texte, et que c'est le texte intégral, et qu'en plus il est bien lu, et que vous écoutez attentivement, le message est reçu. Le texte raconte une histoire, décrit des choses, évoque des choses, que vous les lisiez vous-même ou que vous les écoutiez, si, bah, vous y avez accès de la même façon. Vous avez écouté l'histoire, vous avez eu accès à l'histoire. Normalement, que vous le lisiez vous-même, que vous écoutiez quelqu'un vous le lire, si vous avez écouté attentivement, le rouge et le noir, vous connaîtrez l'histoire, vous connaîtrez l'intrigue, vous pourrez être en mesure de dire de quoi ça parle, d'évoquer des passages, etc. A priori. Sauf si on se met à faire des différences, des hiérarchies entre la mémoire auditive et la mémoire visuelle. Mais ça, on a des mémoires différentes. Certains de mémoire plus auditive, certains de mémoire plus visuelle. Certains pourront lire comme ils veulent avec leurs yeux. Comme ils ont une mémoire visuelle un peu moins forte que la mémoire auditive, ils vont moins retenir. En revanche, certains ont une mémoire auditive plus forte. Et eux, en écoutant, ils vont mieux mémoriser, etc. Voilà, donc ça dépend de chacun.
C'est vrai que ceux qui ont mémoire visuelle vont plus mémoriser le texte en lisant comme ça avec leurs yeux, etc., leur voix intérieure. C'est à chacun de voir, mais en tout cas, bon, au-delà de ses prédispositions, le texte étant le même, il n'y a pas de raison en fait. Donc évidemment, on pourrait dire que lire un livre audio, lire le livre papier, c'est la même chose. C'est juste une façon différente de se le faire raconter. On peut quand même nuancer, c'est là qu'on vient un peu, on peut dire un peu, on est un peu dans le non. Non, c'est pas la même chose, déjà parce que factuellement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose sensoriellement, factuellement, intellectuellement, de lire un livre qu'on tient dans les mains, en tournant les pages, en allant à son rythme à soi, en lisant silencieusement avec ses yeux, avec sa voix intérieure, et ne pas avoir de livre dans les mains, avoir des écouteurs, ou comme ça des enceintes, écouter la voix de quelqu'un d'autre qui lit à son rythme à lui un texte, et vous écoutez seulement. Donc de toute façon, ce n'est pas la même chose. De fait, factuellement, ce n'est pas la même chose. Maintenant, bon, là, on joue un petit peu, pas sur les mots, mais sur les procédés. La vraie question, c'est est-ce que intellectuellement, est-ce que cognitivement, parce que c'est un peu le terme en fait, est-ce que cognitivement c'est la même chose? Eh bien, pour moi, du coup, ça va dépendre de vous, de votre investissement en partie. Ça va dépendre de votre type de mémoire. Encore une fois, je reviens à la mémoire auditive, mémoire visuelle. Si vous avez une mémoire très auditive, un livre audio va être très efficace sur vous, peut-être plus efficace qu'une lecture visuelle. Et ça va dépendre de votre concentration dans tous les cas. Parce que même si vous avez une mémoire auditive, vous pouvez avoir la mémoire auditive que vous voulez, si vous n'écoutez pas attentivement, si vous n'êtes pas investi dans la lecture du livre audio, si, et j'y reviens, vous faites des choses en même temps, trop de choses, clairement vous allez décrocher, vous n'allez pas être si attentif que ça, et ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Alors j'avais fait une métaphore, j'avais déroulé une métaphore quand on m'avait posé la question, moi qui me venait à l'esprit avec ça, et que je maintiens. C'est la métaphore de la conduite, de la conduite en voiture. Et on peut même, pour faire un peu plus aventurier, je trouve que ça marche bien aussi, une métaphore du pilote, de piloter un avion. La lecture classique et la lecture audio, j'avais fait la métaphore que l'une était être en voiture en étant le conducteur, et que l'autre était être en voiture en étant sur le siège passager. La lecture classique, où vous êtes acteur de la lecture, c'est vous qui tenez le livre dans les mains, c'est vous qui lisez, on peut la rapprocher du fait d'être le conducteur. Et la lecture audio, on peut la rapprocher du fait d'être sur le siège passager. Le conducteur et le passager ont en commun le même voyage. Vous faites un road trip avec des amis. Imaginez que vous n'avez pas le permis, ou vous n'êtes pas celui qui allait conduire. Vous n'avez pas moins participé au road trip parce que vous étiez sur le siège passager. Vous avez fait, vous aussi, la route 66. Vous aussi, vous êtes parti de New York et vous êtes arrivé à Los Angeles, au mall de Santa Monica. Vous l'avez fait le voyage, vous avez fait la route. Vous étiez là physiquement, vous étiez dans la voiture, vous êtes déplacé du point A au point B. On ne peut pas vous retirer d'avoir fait le voyage. Vous l'avez fait le voyage, vous vous êtes tapé les heures de route. Vous étiez présent. Donc, a priori, vous n'êtes pas moins actif que la personne qui, à votre gauche, conduisait. C'est seulement que lui conduisait. Certains diraient, oui, enfin, c'est pas une petite différence. Lui, il a conduit. Il a eu ce supplément d'investissement dans le voyage et d'activité d'être celui qui conduisait. Donc, c'est une différence, en fait, on peut dire qui pinaille, mais elle n'est pas non plus complètement anodine. Moi, je pense qu'on ne peut pas évacuer tout de suite complètement la question. C'est important. Il y en a un qui conduit vraiment et l'autre qui se laisse conduire. Alors, c'est là qu'on peut faire toutes les nuances. La question, c'est quelle va être votre attitude de passager là-dedans. Vous voyez, c'est là qu'on vient à la concentration. Plus vous êtes un passager investi et concentré, plus on peut dire que vous vous appropriez le voyage et que vous compensez le fait que vous ne conduisez pas. Voire même, vous allez peut-être, certains diraient, plus profiter du voyage que celui qui conduit, parce que celui qui conduit doit gérer la circulation, faire attention, il est un petit peu trop concentré presque sur la route, il ne regarde pas autour de lui. Vous êtes le passager, vous n'avez que ça à faire de regarder autour de vous, vous allez profiter du paysage. Vous voyez, on peut même quasiment renverser le rapport de force et dire que vous êtes gagnant sur le fait de profiter du voyage. Mais cela à la condition que vous ne passez pas le voyage à dormir. Si vous êtes passager dans une voiture, mais que vous passez le voyage abachi dans le fauteuil passager, à baver, endormi, donc à rater tout ce qui défile sous les fenêtres, et vous ratez tout, vous avez peut-être fait le déplacement physiquement du point A au point B, on vous a mené d'un point A à un point B, mais vous n'étiez pas là, votre conscience était endormie, vous n'étiez pas concentré, vous n'étiez pas là. Donc vous avez raté le voyage. Eh bien il en va de même pour le livre audio. Si le livre audio, vous l'écoutez en faisant trop autre chose, en n'étant pas concentré, là on peut vraiment commencer à se demander si vous avez lu le livre en fait.
parce que vous n'avez pas lu déjà activement, vous ne l'avez pas lu vous-même, mais en plus, en l'écoutant, vous n'avez pas été attentif. Vous avez fait autre chose. Donc je pense en fait que le livre audio est d'autant plus efficace et d'autant plus légitime si vraiment on l'a pris au sérieux et qu'on a vraiment été concentré sur la lecture. Pour moi, c'est pas un truc à faire pendant qu'on est en train de faire autre chose, qu'on est ailleurs, qu'on est en train de faire un truc qui demande notre intellect, voilà, qui sollicite notre intellect. Je pense vraiment que c'est un truc qu'il faut faire vraiment avec autant de concentration d'investissement qu'on le ferait pour la lecture active soi-même. On est d'accord qu'on ne peut pas être en train de cuisiner en même temps qu'on lit un livre en le tenant dans les mains et en lisant un classique. On ne peut pas se concentrer, c'est impossible. Soit on cuisine, déjà dans les mains on n'a pas 36 mains, on ne peut pas se concentrer. Là c'est un peu pareil. Je pense vraiment qu'il ne faut pas se laisser tenter juste parce qu'on a le livre audio dans les oreilles. On dit bon bah puisque j'ai le livre audio dans les oreilles, je peux me permettre de faire autre chose, puisque de toute façon voilà j'ai les mains libres, etc. Oui mais ça c'est se laisser tenter de peut-être un peu dériver et de ne pas faire tant attention que ça. Donc je pense qu'il faut le prendre un peu sérieusement et qu'il faut vraiment ne pas hésiter à ne faire que ça. Alors, on n'est pas obligé d'être allongé dans son lit, voilà, vraiment les yeux fermés, tout ça, surtout qu'avec le risque de s'endormir, certains diraient. Pour être concentré, on peut être en train de faire les 100 pas, voilà, on peut être en train de marcher carrément dehors, on peut se promener. Moi, je trouve que du coup, la promenade, ça fonctionne bien. Si vous êtes dans un endroit qui n'est pas trop déconcentrant, pas trop stimulant, si vous êtes dans un endroit comme ça, très paisible, une forêt, une plage, où en fait, il n'y a rien de trop déconcentrant, ça peut très bien marcher, même excellemment marcher. Regardez, réfléchissez. Les jeunes filles en fleurs. Écoutez des passages de jeunes filles en fleurs au bord de la mer, bah c'est parfait. Ça se passe au bord de la mer. Ça se passe sur la plage où il est en vacances dans une station balnéaire, il repère un groupe de filles. Bah, c'est sûr que si vous allez voilà, durant un été ou un printemps avec dans les oreilles les jeunes filles en fleurs de Proust, vous écoutez Lambert Wilson vous le raconter et que vous êtes dans un contexte qui se rapproche de ce qu'il décrit, ça doit être quand même assez fort. Parce que là en fait vous vous promenez, en fait je dis ça, je le sais parce que je l'ai fait. En allant comme ça en week-end dans ma famille, j'ai eu l'occasion comme ça de me promener un peu sur la plage, voilà, parce que c'est au bord de la mer, et donc bah, du coup d'être dans le contexte que décrit le roman. Et c'est génial, parce qu'en effet, là pour le coup, on peut dire que votre concentration est abîmée, au contraire, elle est même renforcée, puisque vous n'avez rien de trop stimulant, vous êtes en train de marcher tout seul, mais en même temps vous avez les odeurs, les embruns, les odeurs de la mer, un petit peu le son des mouettes qui passe à travers les écouteurs, tout ça, et là ça marche très très bien. Parce qu'il n'y a rien de trop déconcentrant. Vous n'êtes pas avec un groupe de potes en train de discuter en même temps que vous écoutez le bouquin, ou en train de faire le con, ou vous-même en train de mater les nanas, ou de draguer, comme le fait le héros du roman. Voilà, donc vous êtes vraiment dedans. Donc là, non, ça marche très très bien. Mais je pense vraiment que du coup, c'est la condition. Voilà, le livre audio, il faut le prendre au sérieux. Et dans ce cas, effectivement, vous aurez une lecture qu'on pourra considérer aussi sérieuse que la lecture active. Si vous le prenez à la légère, si vous ne vous concentrez pas, bah, à la fin, vous n'avez plus fait grand-chose. Vous n'avez pas lu activement, vous étiez à peine attentif, c'était plus un bruit de fond pour vous. Ouais, bah, vous n'aurez pas écouté attentivement, vous ne serez pas capable de vous souvenir des passages, vous ne serez pas capable de vous souvenir de certains moments, de vraiment être attentif, de ressentir votre lecture, de mémoriser ce qui se passe, etc. Parce que là, il y a une question de mémoire et voilà, un côté cognitif. Alors cet aspect cognitif, moi, il m'intéressait beaucoup, j'étais très curieux. Et du coup, je suis un peu à la découverte de ça. Qu'est-ce qu'on retient d'un livre qu'on a seulement écouté? Voilà, moi, c'était ma question, c'était un peu mon interrogation et ma crainte aussi. Je me suis dit, attends, moi qui ai des lectures très attentives, parce que moi, je lis en mode chercheur, hein, je lis en cherchant des informations, en cherchant des passages, en étant très attentif. Je me suis dit, bon, moi qui suis toujours en train de prendre des notes, de relever des passages du livre, de faire le plan, etc., comment ça va se passer cognitivement? Est-ce que je vais vraiment réussir à m'imprégner, à mémoriser le livre, si je ne fais que l'écouter? Et bien ça, du coup, j'ai été agréablement surpris. Parce que, ayant alterné des moments où je lisais moi-même le livre, voilà, dans ma tête, donc le livre papier, et les moments où j'écoutais le livre, je ne suis plus en mesure à ce stade-là, au moment où j'ai fini le bouquin, de vous dire, de distinguer clairement les passages que j'ai lus moi-même dans ma tête, en papier, et les passages que j'ai écoutés. Je ne fais plus la différence. Cognitivement, c'est la même chose pour moi. Cognitivement, c'est la même chose. J'ai mémorisé pareillement, j'ai vécu le truc à peu près pareillement. Je peux pas faire une différence nette. J'ai pas à ce côté, ah ouais, ça c'est un passage que j'ai lu moi-même, ouais, je m'en rends bien compte parce que ouais, je me souviens beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair pour moi, alors que le passage audio, je me souviens plus trop. Non, non. Vraiment, ça revient au même. J'ai pu mémoriser très convenablement et repérer, identifier des passages très convenablement et m'imprégner de l'histoire, tout pareillement avec l'audio. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que cognitivement, je ne vois pas de différence. Je ne sens pas de perte cognitive du fait d'avoir écouté le livre en audio et le fait de l'avoir lu. La preuve, je ne fais pas la différence dans les passages. Je ne sais plus quel passage j'ai lu. Parfois même, je confonds. Je me dis, mais attends, ce passage-là, je l'ai entendu ou je l'ai lu moi-même? Vous voyez à quel point le passage quand même a réussi à me marquer et j'ai réussi à l'intégrer pareillement. Je ne sens pas de différence, me dire, ah ouais, celui-là, je me souviens vaguement parce que je l'ai écouté. Non, non. Voilà. Mais attention, je l'ai écouté concentré aussi, il faut le dire. Je suis toujours concentré. Et d'ailleurs,
quand je sentais, parce que vous voyez, il vous arrive la même chose hein, que quand vous lisez les papiers, parfois c'est quand on lit sur papier, on a l'esprit qui divague, on se met à penser à autre chose, on a un moment de décrochage, alors soit parce on s'intéresse moins, soit parce que ça nous rappelle un truc, et notre pensée se met à fuir un petit peu à partir de son côté. Et bien ça on le vit aussi en audio, ça arrive, parce qu'un passage nous a intéressé, nous a inspiré, on se met à réfléchir nous-mêmes tout seul dans notre coin, ou alors on se met à rêvasser à autre chose, quelque chose nous distrait, et en fait on se rend compte que ça fait 5 minutes qu'on écoute le livre sans l'écouter. Comme on lit une page sans la lire, vous voyez, parfois comme ça on a les yeux posés, ça fait plusieurs fois qu'on tourne les pages, on fait ma fête, attends, je lis plus là en fait, je suis en train de déchiffrer, mais je ne lis plus, je suis plus en train d'intégrer ce que je lis, là je fais plus gaffe, faut que je revienne en arrière. Bah là c'est pareil, vous revenez en arrière avec le livre audio parce que vous vous rendez compte que vous n'écoutiez plus vraiment. Voilà, et que du coup il faut un peu reprendre en arrière parce que faut reprendre le fil. Voilà, donc ça peut arriver, mais oui, ça vous arrive. Ça, ce sont des accidents de lecture qui vous arrivent en lecture active papier, donc après tout, y a pas de, c'est pas moins noble d'un côté ou de l'autre, c'est pareil, ça arrive, ce sont des accidents de lecture très classiques, il n'y a rien de grave. Voilà, donc non, vraiment, les incidents de lecture sont les mêmes, et les apports cognitifs sont les mêmes. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir moins mémorisé l'histoire, ou moins apprécié l'histoire, ou moins compris, parce que j'écoutais. Et au final, j'ai un ensemble cohérent dans ma tête, qui est la lecture du roman, où je me rappelle très bien des passages, de ce qui s'est passé, des moments qui m'ont marqué, tout ça, que je l'ai écouté ou que je l'ai lu de mes yeux. Voilà, donc surtout qu'à chaque fois, en fait, quand un passage m'avait vraiment intéressé, j'allais le relire sur papier pour bien regarder un peu où c'était dans le roman et tout, comment ça se passait, etc. À ce sujet-là, d'ailleurs, pour reprendre la métaphore de la conduite, et plus là, du coup, l'orienter vers le côté pilote, avion, etc. Moi, mon approche de la lecture audio, en tout cas pour Proust en particulier, c'était justement cette dynamique entre lecture papier visuelle et lecture auditive. Puisqu'à la base, je suis allé vers le livre audio pour cet auteur-là, parce qu'il y a des passages en son œuvre qui m'intéressaient plus que d'autres, où là vraiment, je voulais vraiment lire ça en personne, moi-même, papier, etc., prendre mon temps et prendre des notes et tout. Puis des passages que je voulais lire parce que je voulais avoir une vue d'ensemble de l'œuvre, je voulais vraiment avoir lu La Recherche du temps perdu, je voulais vraiment qu'on me raconte l'histoire, mais où je mettais moins d'enjeux sur ma lecture parce que je me disais, là, c'est moins dans mon domaine de recherche, c'est pas ce que je recherche dans l'œuvre, donc c'est moins, entre guillemets, important. Mais je veux quand même l'écouter et le lire. Donc voilà. Et donc moi, le deal, c'était, bon, pour les passages qui m'intéressent un peu moins, qui sont moins dans le sujet que je voulais explorer, qui est l'amour et la jalousie, les trucs qui parlent d'autre chose, je suis en audio. Je me mets en pilotage automatique. Vous voyez un peu la métaphore de l'avion. Je me mets en pilotage automatique. Voilà. Je laisse le lecteur bien lire pour moi, me lire à voix haute le livre, et je me laisse guider, porter par sa voix, j'écoute, je laisse faire. Et puis, quand un passage devient vraiment intéressant pour moi, c'est vraiment un passage qui est important, qui est dans ce que je recherchais dans le livre et qui me passionne, là, je reprends la main. Je reprends la manette, je reprends la manette de l'avion, et là, je repasse en manuel. Donc là, je repasse en lecture papier, visuel, et là, je prends le temps de lire vraiment ça pour moi. Et quand ce passage s'arrête et qu'on repasse à quelque chose de plus, voilà, à d'autres domaines, à d'autres sujets, hop, je recède la main au lecteur audio, et là, du coup, je repasse en pilotage automatique. Et en fait, j'ai pas arrêté comme ça de faire des allées et venues entre le pilotage automatique et le pilotage manuel, entre l'audio et le texte écrit. Voilà, dans ma lecture, selon les passages qui m'intéressaient plus ou moins, où je voulais un peu m'arrêter, etc. Il se trouve que j'ai tellement pris goût à la lecture audio, j'ai vraiment trouvé la voix d'Homer Wilson extraordinaire pour la lecture, que j'ai tout écouté en audio, parce que j'ai trouvé tout génial à écouter en audio. Mais juste que certains passages qui m'ont vraiment particulièrement intéressé, dont j'avais besoin, eux, j'ai vraiment à la fois écouté l'audio, et en plus je suis allé voir le texte, etc. Et vraiment j'ai pris le temps de relire les extraits, etc. Mais c'est vrai que vraiment ça a été très agréable. Donc voilà un petit peu comment j'ai procédé. Donc mon bilan en fait par rapport à ça, c'est que oui, je pense que lire un livre audio, ça compte autant cognitivement en tout cas, je vois pas de différence si on a été concentré, je reprécise, si on a été concentré et investi dans sa lecture, qu'on ait écouté le livre audio ou qu'on ait lu le texte visuellement, c'est la même chose. Votre cerveau finira par confondre les deux. Et donc il n'y a pas de problème là-dessus intellectuellement. Maintenant, c'est une question quasiment de vécu, entre guillemets. En fait, c'est un peu... c'est vrai que quand on m'a demandé si vous avez lu Proust, vous pourrez pas... Enfin, moi, en tout cas, on pourrait pas ou même le livre en question, on ne pourrait pas vous empêcher de vous dire « Oui, je l'ai lu ». Disons qu'on me l'a lu, plutôt. On me l'a lu. Parce que c'est vrai que lire, ça reste lire. Et qu'on ne peut pas dire qu'on lit. Quand on écoute quelqu'un nous lire, on ne lit pas. Alors, on revient à l'époque, à l'Antiquité, encore une fois, oui. Est-ce qu'on peut contester que les gens ont lu leur texte
juste parce que c'est pas eux qui les ont lus. Donc voilà, encore une fois, on tombe un peu dans la même controverse en fait. Qu'est-ce que lire au fond? Lire c'est quoi? Lire c'est déchiffrer avec les yeux, parce que c'est un déchiffrement simplement, ou est-ce que lire c'est écouter un contenu? Bon, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai quand même cette tentation, un peu puriste, de laisser une petite palme particulière aux gens qui ont lu le texte eux-mêmes en papier. Que cette lecture-là a quand même une valeur un peu supplémentaire, un peu spéciale. Et vous voyez, encore une fois, la même nuance que la voiture, je reprends la nuance. Vous l'avez fait le voyage, admettons que vous avez été le meilleur passager du monde. Voilà, c'est bien, vous avez été le meilleur passager du monde, mais vous avez été un passager quand même. Vous ne pouvez pas remplacer le fait d'avoir conduit. C'est pas la même chose de dire j'ai fait la route 66 avec quelqu'un et j'étais passager. Oui, vous avez fait le voyage, oui, vous avez regardé, vous avez été attentif, vous avez vécu le truc à fond, mais vous n'êtes pas celui qui avait le volant dans les mains et qui conduisait. Et c'est vrai que celui qui conduisait aura toujours, on va dire, une petite plus-value. Oui, j'ai fait la route 66, effectivement, avec des potes qui étaient passagers, et c'est moi qui conduisais tout le long de la route. Bah oui, le fait d'avoir conduit compte en fait. Fait une différence quand même. Vous avez conduit. Vous étiez le pilote, le chauffeur. Donc je pense que les gens qui lisent les textes visuellement, voilà, en lecture classique, sont des personnes qui, comme ça, ont conduit, ont piloté. Ce sont ceux vraiment qui ont fait la lecture, on va dire, puriste, entre guillemets. Et que, bon, les personnes qui ont lu un livre audio, même avec la meilleure concentration du monde, même le plus investi possible, finalement sont un peu restés des passagers quelque part, des passagers attentifs et qui ont donc fait le voyage au même titre que l'autre parce qu'ils ont regardé, ils ont observé, ils ont mémorisé, ils ont vécu le truc. Mais voilà, il y a juste un fait, ça c'est un fait, on ne va pas le contester, c'est pas eux qui ont lu. Ils n'ont pas lu. Hein. C'est quelqu'un qui l'aura lu. Et peut-être mieux qu'eux-mêmes auraient lu. Hein. Voilà. Donc c'est une petite nuance, mais je pense qu'en effet, elle n'est pas à perdre quand même. Et moi, du coup, je suis bon joueur. Quand on me demandera si j'ai lu la recherche, je dirais oui, j'ai lu la recherche. On m'a surtout lu la recherche. On m'a lu la recherche de Proust et j'ai écouté et donc j'ai lu en quelque sorte. Et j'ai lu une bonne partie parce que ma partie je l'aurais lu moi, j'aurais lu le premier volume. Mais je peux vraiment dire que du côté de chez Swann, je l'ai lu. C'est moi qui l'ai lu. Et pour le reste, je me le suis fait lire. Ce qui fait que je l'ai lu, mais je l'ai lu en audio-livre. Ce qui est vraiment une nuance, voilà. Donc je me rappelle des personnages. C'est ça aussi le plus important finalement en réalité. On va faire des comparaisons concrètes. Mais on préfère 1000 fois un lecteur de livres audio de Proust qui ressort de cette lecture déjà enchanté, qui a apprécié, qui a passé un bon moment, mais surtout qui a retenu des choses et qui est capable de dire quel personnage il a aimé, quelle scène il a aimé, qui se rappelle des personnages, etc. On préfère ce lecteur-là de livre audio que la personne qui peut-être l'avait en papier, le lisait de temps en temps, etc., dans le tram ou quoi que ce soit, mais qui au final est infoutu de citer un passage qu'il a aimé, est infoutu de dire de quoi ça parle, n'a pas été sensible au texte et ne se rappelle pas même un personnage. Voilà, si on caricaturait, là, clairement, le lecteur audio est carrément meilleur que le lecteur papier. C'est bien de parler de méthode de lecture, mais enfin bon, normalement, c'est aussi la question de ce que la personne en retient, ce qu'elle en retire. Et si elle ne retire rien, bon ben voilà, elle peut lire en papier, c'est super quoi. Ça fait une belle jambe. Donc clairement, voilà, la question c'est ce que vous en retenez, comment vous avez vécu votre lecture du texte, et si vous l'avez vécu intensément et si vous avez retenu des choses, on peut dire que vous avez lu le texte, vous avez intériorisé le texte. Voilà. Mais je mettrai quand même cette petite nuance, voilà, en reprenant un peu la métaphore. Et moi j'aime bien l'idée comme ça du pilotage automatique et du pilotage manuel. Quand est-ce que vous reprenez la main, que vous passez en manuel, quand est-ce que vous passez en automatique? Mais de toute façon, vous êtes dans la cabine et le voyage, vous le faites. Voilà. Voilà donc pour cette question. Est-ce que le livre audio, lire un livre en audio vaut la lecture basique? Bah, je dirais bah non. Enfin, voilà. Pour le principe, pour laisser ce mérite-là à un lecteur classique, on va pas dire que c'est l'exact équivalent. Parce que déjà, factuellement, ça ne l'est pas. Et puis aussi, pour voilà, laisser un peu quand même ce mérite de dire, bah non, il y a une personne qui a vraiment pris en charge sa lecture, qui a vraiment été celle qui a tenu son livre dans la main et qui a géré sa lecture elle-même, qui a géré son rythme, etc. Maintenant, encore une fois, du moment où vous écoutez le texte intégral, tel qu'il est, et c'est le même texte, lu par quelqu'un qui le lit très bien et vous êtes attentif et que voilà, vous êtes investi dans votre lecture et que vous en retenez des choses, bah, à l'arrivée, quelle différence? Voilà, si, voilà, la question c'est quel est l'impact sur vous? Voilà, écoutez, je crois, il me semble, que, que j'ai tout dit, que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce sujet, que j'ai fait le tour, je crois. Hein. J'ai toujours peur d'oublier des choses comme ça quand j'arrive à la fin. Bah écoutez, du coup, je vais vous laisser, je vais vous dire au revoir, vous quitter. Mais du coup, petite friandise, petit bonus. Il m'est venu à l'idée, à l'esprit, puisqu'on a parlé de livre audio, qu'on a parlé de lecture,
de vous laisser en m'essayant à un peu de lecture pour vous. Je me suis dit, tiens, je vais leur faire un livre audio lu par Kid. Alors, l'idée fait un peu prétentieuse et surtout ça me fait marrer parce que je dis toujours que j'ai une voix de chiotte et en plus je le pense vraiment. Donc déjà, je ne vous fais pas trop un cadeau avec ma voix. Et en plus, c'est un exercice quand même que je respecte trop. C'est pour ça, pas pour rien qu'on le donne volontiers plutôt à des comédiens, parce qu'il faut être un peu comédien et qu'il faut avoir l'habitude d'une bonne diction, avoir quelqu'un qui a l'habitude de manipuler les mots, de faire de l'oral. Et moi, bon, clairement, l'articulation, certains le savent, c'est pas trop mon fort. Je parle très vite, trop vite. J'articule mal. Bref, voilà. Et en plus, voilà, ma voix est pas géniale. Donc, vous allez me dire, c'est quoi ce cadeau empoisonné de merde? Le gars veut nous faire la lecture de livre audio. Après nous avoir vanté la lecture extraordinaire de Lambert Wilson, et après même de l'avoir fait écouter pour qu'on puisse voir ce que ça donne, le gars ose se mesurer et veut s'y mettre aussi. Oui, je sais pas ce qui me prend de faire ça. J'avoue que c'est pas très judicieux et pas très pertinent. Mais c'est une envie, je sais pas, je me dis c'est dans le sujet, c'est dans le délire, c'est pour aller au bout un peu du sujet. J'ai dit tiens, on va se quitter sur un peu de lecture, et cette fois c'est moi qui vais la faire. Au moins cette fois je suis sûr de ne pas voler voilà, du contenu protégé ou je ne sais quoi. Voilà, donc on va se quitter en lecture. Ceux qui ne veulent pas écouter, ben, comme ça, peuvent nous quitter dès maintenant et il n'y aura pas de souci. Puis ceux qui sont curieux, qui veulent rester pour ce petit bout de lecture, pour le principe, faire un peu d'audio-livre ensemble, eh bien, ils peuvent rester jusqu'au bout. Alors il y a plein de choses que j'aurais pu vous lire, hein, il y a tellement de choix, tellement de textes que j'aime, hein, qui me tiennent à cœur, etc. Des scènes que j'adore, toutes sortes de choses, des dialogues, au contraire des scènes très narratives, des descriptions, sur n'importe quel, voilà. Bon, plein d'auteurs, plein de textes différents et plein de sortes de passages. Donc ce n'est pas mon passage préféré de la littérature, ni mon passage préféré du livre en question que je vais vous lire. Il se trouve juste que parmi les textes que j'avais un peu repérés, ça m'a semblé, je sais pas pourquoi, être celui que je sentais le mieux pour cet audio livre. Voilà, c'est tout, c'est aussi instinctif que ça. C'est tout. En survolant, j'ai dit, bon, il y avait des passages que je préférais. En plus, j'aurais limite pu vous lire du Proust. J'ai pensé à lire du Proust, tant qu'à faire. Je me suis dit, bon, bah, je vais leur lire de la recherche du temps perdu, peut-être un passage d'un amour de Swann. Voilà, ce serait pertinent. J'en ai parlé. Donc, en plus, il y a des passages que j'adore vraiment, que je trouve magnifiques. Donc, ça aurait été l'occasion. Euh, mais, euh, mais bon, je sais pas. Je l'ai pas senti. Ce que j'ai senti, c'est un passage de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Voilà. Je me demande pas pourquoi, j'en sais rien. En survolant comme ça mes documents, toutes les notes que je prends, les extraits que je recueille, etc. Je sais pas pourquoi c'est cet extrait de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo avec Frollo. Il y a pareil, en plus Frollo, il y a plein de passages que j'adore, plein d'extraits qui me sont très chers. Pourquoi celui-là? Mais j'en sais rien, là encore une fois, je sais pas ça. En le voyant, je me suis dit, tiens, c'est celui-là que j'ai envie de lire, c'est celui-là qui me semble bien pour le petit exercice de livre audio de ce podcast. Et donc voilà, je vais vous lire cet extrait donc, de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, donc 1831 ou 1830 si je ne me trompe pas, 1830, hein, voilà, même année que le Rouge et le Noir, en gros, hein, ça tombe dans les mêmes années. Et donc c'est un extrait donc du livre 9 de Notre-Dame de Paris, dans un chapitre qui s'appelle Fièvre. Et cela raconte en fait eh bien, l'errance de Claude Frollo, hein, donc, l'archidiacre de Notre-Dame, un célèbre personnage. On ne représente pas l'histoire de Notre-Dame de Paris, je ne vais pas vous refaire le topo, hein, je pense que vous connaissez. Voilà, l'errance de Frollo hors de la ville, hein, hors des murs de la ville, pendant que Esmeralda, condamnée à mort, va se faire exécuter. Voilà, hein, lui, voilà, son but c'était de la voir mourir, de la faire tuer, parce qu'il brûle trop d'amour pour elle, et donc il préfère encore la voir mourir que de ne pas la voir. Et donc, soulagé à l'idée que ça y est, il va être débarrassé d'elle, elle va être exécutée, eh bien, Frollo sort de la ville, se met à errer, et se met du coup à réfléchir, à songer, à méditer à ce sujet. Voilà les Happy Few. Donc, en se finissant cette lecture, et donc pour ceux qui nous quittent, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut les Happy Few. Alors des idées affreuses se pressèrent dans son esprit. Il revit clair dans son âme et frissonna. Il songea à cette malheureuse fille, qu'il l'avait perdue, et qui l'avait perdue. Il promena un œil hagard sur la double voie tortueuse que la fatalité avait fait suivre à leurs deux destinées, jusqu'au point d'intersection où elle les avait impitoyablement brisées l'une contre l'autre. Il pensa à la folie des vœux éternels, à la vanité de la chasteté, de la science, de la religion, de la vertu, à l'inutilité de Dieu. Il s'enfonça à cœur joie dans les mauvaises pensées, et, à mesure qu'il y plongeait plus avant, il sentait éclater en lui-même un rire de Satan. Et en creusant ainsi son âme,
Quand il vit quelle large place la nature y avait préparée aux passions, il ricana plus amèrement encore. Il remua au fond de son cœur toute sa haine, toute sa méchanceté, et il reconnut, avec le froid coup d'œil d'un médecin qui examine un malade, que cette haine, que cette méchanceté n'était que de l'amour vicié. Que l'amour, cette source de toute vertu chez l'homme, tournait en choses horribles dans un cœur de prêtre, et qu'un homme constitué comme lui, en se faisant prêtre, se faisait démon. Alors il rit, affreusement, et tout à coup il redevint pâle, en considérant le côté le plus sinistre de sa fatale passion, de cet amour corrosif, venimeux, haineux, implacable, qui n'avait abouti qu'au gibet pour l'une, à l'enfer pour l'autre. Elle condamnée, lui damné. Et puis le rire lui revint, en songeant que Phébus était vivant, qu'après tout le capitaine vivait, était allègre et content, avait de plus beaux hoquetons que jamais, et une nouvelle maîtresse, qu'il menait voir pendre l'ancienne. Son ricanement redoubla, quand il réfléchit que, des êtres vivants dont il avait voulu la mort, l'égyptienne, la seule créature qu'il ne hait pas, était la seule qu'il n'eût pas manquée. Alors, du capitaine, sa pensée passa au peuple, et il lui vint une jalousie d'une espèce inouïe. Il songea que le peuple, aussi, le peuple tout entier, avait eu sous les yeux la femme qu'il aimait, en chemise, presque nue. Il se tordit les bras en pensant que cette femme, dont la forme entrevue dans l'ombre par lui seul, lui eût été le bonheur suprême, avait été livrée en plein jour, en plein midi, à tout un peuple, vêtu comme pour une nuit de volupté. Il pleura de rage sur tous ces mystères d'amour profanés, souillés, dénudés, flétris à jamais. Il pleura de rage en se figurant combien de regards immondes avaient trouvé leur compte à cette chemise mal nouée, et que cette belle fille, ce lys vierge, cette coupe de pudeur et de délices dont il n'eût osé approcher ses lèvres qu'en tremblant, venait d'être transformée en une sorte de gamelle publique, où la plus vile populace de Paris, les voleurs, les mendiants, les laquais, étaient venus boire en commun un plaisir effronté, impur et dépravé. Et quand il cherchait à se faire une idée du bonheur qu'il n'eût pu trouver sur la terre si elle n'eût pas été bohémienne, et s'il n'eût pas été prêtre, si Phébus n'eût pas existé, et si elle l'eût aimé, quand il se figurait qu'une vie de sérénité et d'amour lui eût été possible aussi à lui, qu'il y avait en ce même moment, çà et là sur la terre, des couples heureux, perdus en longues causeries, sous les orangers, au bord des ruisseaux, en présence d'un soleil couchant, d'une nuit étoilée, et que, si Dieu l'eût voulu, il eût pu faire avec elle un de ces couples de bénédiction, son cœur se fondait en tendresse et en désespoir. Oh, elle, c'est elle! Cette idée fixe qui revenait sans cesse, qui le torturait, qui lui mordait la cervelle, qui lui déchiquetait les entrailles. Il ne regrettait pas, il ne se repentait pas. Tout ce qu'il avait fait, il était prêt à le refaire encore. Il aimait mieux la voir aux mains du bourreau qu'aux bras du capitaine, mais il souffrait. Il souffrait tant que par instant, il s'arrachait des poignées de cheveux pour voir s'il ne blanchissait pas. Il y eut un moment, entre autres, où il lui vint à l'esprit que c'était là peut-être la minute où la hideuse chaîne qu'il avait vue le matin resserrait son nœud de fer autour de ce cou si frêle et si gracieux. Cette pensée lui fit jaillir la sueur de tous les pores. Il y eut un autre moment, où tout en riant diaboliquement sur lui-même, il se représenta à la fois la Esmeralda comme il l'avait vue le premier jour, vive, insouciante, joyeuse, parée, dansante, ailée, harmonieuse, et la Esmeralda du dernier jour, en chemise et la corde au cou, montant lentement, avec ses pieds nus, l'échelle anguleuse du gibet. Il se figura ce double tableau d'une telle façon qu'il poussa un cri terrible.